Bonsoir à tous, merci d'être encore une fois nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire X-Write. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir peut-être à nouveau, parce que c'est pas la première fois qu'on fait un webinaire avec lui, Arnaud Frisch, qui nous rejoint Bonsoir à tous. aujourd'hui. Bonsoir à tous. Et donc merci d'être nombreux. On va attendre un tout petit peu que les gens arrivent, hein. Il est pas encore exactement l'heure. On prend le micro tout de suite. Donc on va vous expliquer un petit peu où on est. Moi, je suis à Paris. J'ai un petit studio qui me permet d'organiser ces webinaires avec un éclairage qui va bien, un micro et puis une caméra. Arnaud, lui, est dans ses bureaux. Alors, tu veux peut-être nous dire où tu es installé, Arnaud? Voilà, j'ai quitté Paris il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, et donc j'ai mon bureau installé dans ma maison, dans la campagne, vers Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est super. Donc le principe du webinaire, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas forcément habitués, vous avez la possibilité de nous voir, de nous écouter, mais vous ne pouvez pas parler avec nous. On ne peut pas vous ouvrir le micro puisque normalement vous risquez d'être à peu près 130 ou 140. Si on ouvre le micro pour tout le monde, ça ne va pas être facile. Donc vous pouvez interagir avec nous sous forme de chat. Vous avez une petite interface, vous pouvez essayer de la découvrir. Si vous avez envie, vous nous envoyez un petit message. Voilà, j'ai le petit Raphaël à qui je dis bonjour Raphaël, qui m'envoie un message. Et merci. Bonsoir Euh, Raphaël, oui, si c'est c'est le même. Raphaël. Si c'est le Et même. d'autres personnes peuvent aussi interagir avec nous. Dans un premier temps, on va vous présenter le sujet principal de ce webinaire qu'Arnaud va vous dévoiler dans quelques moments directement en live. On fera ensuite une très courte pause pour vous présenter des offres spéciales liées à ce webinaire. Et ensuite, on fera une deuxième partie du webinaire qui est articulée autour d'une session questions-réponses. Pareil, vous pourrez poser des questions et moi, je jouerai le rôle de modérateur. Je vais regrouper vos questions et les poser à Arnaud, et un petit peu comme si j'étais un intervieweur. Et en fonction de vos questions, eh bien, on va orienter des questions à Arnaud qui nous répondra du mieux qu'il peut, ou alors des fois il nous dira bonne question, mais je ne sais pas, parce qu'on n'est pas des surhumains et on essaie de répondre quand même à pas mal de choses. Mais on ne peut pas tout voir. L'idée de ces webinaires, c'est que ce soit assez interactif, donc on fait attention à vos questions, bien entendu, et en même temps qu'il y en ait pour tous. Donc, vous ne nous en voulez pas si jamais on décide de ne pas répondre à une question qui serait super pointue. Si quelqu'un nous dit avec mon écran de tel modèle et moi je travaille sous Linux, sous telle version, Red Hat par exemple, comment je fais? On ne va pas répondre parce que c'est une question trop pointue. On y répondra si vous le voulez par email séparé, mais on ne traitera pas la question avec un grand groupe de personnes. On répondra quand même à des questions qui intéressent suffisamment d'entre vous. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour Voilà, le but, les c'est grandes d'aider règles. dès ce soir, d'aider le maximum de personnes. Et puis, n'hésitez pas, maintenant, ceux qui me connaissent savent que je réponds volontiers aux questions. Donc, après le webinaire et dans les jours qui suivent, je peux répondre volontiers à des questions beaucoup plus précises. Alors, Arnaud, si tu veux, moi, je vais couper ma caméra pour que tu aies toute la bande passante, parce que c'est quand même mieux. J'ai des personnes qui m'indiquent qu'ils ont des petits soucis de son, alors que nous, on sait que ça marche bien, On mais a fait des si, essais, ouais, en effet. voilà, ils sont, j'en sais rien, moi, des endroits où c'est pas forcément très très bon au niveau de la bande passante, eh bien, ça permettra d'avoir une meilleure qualité. Donc, je vais te laisser te présenter, annoncer le programme et dérouler. Et tu fais appel à moi quand tu as besoin. Là, je vais couper ma caméra et mon micro et je réinterviens à ta demande. Oui, oui, de toute façon, on a la chance de travailler régulièrement ensemble et de très bien s'entendre. Donc, n'hésite pas à intervenir, évidemment, Hervé. Donc, bonsoir à tous. Je me présente, donc Arnaud Frisch. Certains me connaissent grâce à mon site internet, un guide de la gestion de la couleur que je tiens à jour depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Donc, je suis photographe professionnel, je fais des prises de vue de commande, je fais des photos pour moi et avec différentes spécialités,
plutôt la photo d'architecture, la photo astronomique, ceux qui connaissent mon travail en photo astronomique, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti d'ailleurs à la campagne, en Auvergne, une des raisons pour avoir un ciel un peu plus noir, et une autre grande passion, la photo panoramique, qui m'a amené à faire de la prise de vue très haute définition, et parfois on me demande donc d'intervenir sur des chantiers pour photographier en très haute définition certains lieux. Comme par exemple des grottes où j'ai eu l'occasion de descendre dans des très très belles grottes françaises avec cette qualité technique, donc photographie panoramique très haute définition. Donc pourquoi je suis devant vous ce soir, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui feraient la découverte de mon site et puis de ce genre de webinar, en fait, comme tous les photographes, à un moment ou à un autre, on est amené à s'intéresser à la technique. La technique nous rattrape, même quand on ne s'y intéresse pas. Et comme tout le monde, j'ai eu des soucis. En tout cas, je me suis posé des questions quant à l'affichage de mes photos sur les écrans quand je veux les partager. Donc, comment je dois régler mon écran au mieux pour être sûr de partager les photos le mieux possible. Et aussi à l'impression, maintenant on partage de plus en plus nos images avec Internet, mais pendant très longtemps, il fallait les imprimer. Et donc, c'est à ce titre, comme j'avais une qualité d'impression qui ne me satisfaisait pas, que je me suis intéressé à la gestion des couleurs. Et comme j'adore la pédagogie, j'adore la vulgarisation des choses que j'essaye de comprendre progressivement, j'ai regroupé toute cette somme d'informations, de connaissances et de connaissances pratiques, théoriques et pratiques, sur un site internet que vous voyez derrière, gestiondescouleurs.com, que je tiens à jour donc depuis une bonne quinzaine d'années avec de très nombreux tutoriels et tests matériels les plus récents possibles. Et donc voilà, c'est vraiment une double casquette, le photographe qui a besoin de régler des problèmes techniques et qui s'y intéresse et qui finit à un moment ou à un autre par partager ses connaissances. Donc, je travaille depuis très longtemps maintenant avec Hervé X-Rite, avec les produits X-Rite. Ils me font confiance pour organiser des webinars. Donc, je les remercie encore une nouvelle fois ce soir. Et ce soir, nous sommes là réunis donc pour parler de la sortie, à l'occasion de la sortie d'un très bel écran chez Eizo. Donc, je remercie la société Eizo France de m'avoir prêté cet écran. L'Eizo Color Edge, donc série Color Edge, plutôt haut de gamme chez Eizo, en 4K, en ultra haute définition plus exactement, donc l'Eizo Color Edge CS 2740. Et à la sortie de cet écran, donc ça va être l'occasion, parce que je sais que vous êtes nombreux à me demander ce que j'en pense, donc on va essayer d'en parler très très rapidement, mais surtout c'est l'occasion aussi de rappeler les intérêts qu'il y a de calibrer nos écrans. Et pourquoi avec cet écran c'est intéressant? Parce qu'il permet de faire un type de calibrage dont on va reparler un peu plus tard, qui s'appelle le calibrage dit hardware. Et donc on va essayer de voir un petit peu les différences entre le pas de calibrage du tout, un calibrage classique, on va dire entre guillemets classique, avec une sonde que vous pouvez acheter dans le commerce et un petit logiciel qui est dédié, et le NEC Plus Ultra, donc sur certains écrans, notamment évidemment donc chez Eizo, qu'on trouve également chez NEC, qui revient sur le devant de la scène. On trouve ça évidemment aussi chez BenQ. Les écrans BenQ ont leur logiciel de calibrage dit hardware. Et des marques plus grand public comme Dell et Asus aussi présentent un logiciel de calibrage hardware. Donc on voit que ce type de calibrage très avancé est en train de s'installer dans le paysage et donc permet d'offrir une panoplie vraiment large d'écrans avec une prestation de calibrage vraiment haut de gamme. Et donc c'est ce que nous allons étudier maintenant. Il me semble, Hervé, que tu voulais peut-être lancer un petit quiz. Est-ce que ce n'est pas le moment de lancer ce petit quiz avant de poursuivre le programme? On verra donc dans un deuxième temps, je te laisse te préparer. On va évoquer quand même la question, parce que c'est ça qui m'a intéressé aussi avec le test de cet écran Ultra HD, le premier donc de la série Color Edge en 27 pouces. Est-ce qu'il est intéressant ou pas, et quels sont les avantages et inconvénients de passer à un écran ultra haute définition ou 4K? Donc là, c'est ultra haute définition, la 4K ayant une définition bien stricte. Est-ce que c'est intéressant pour faire de la retouche photo? Et en fait, j'ai constaté, en force d'essayer de nombreux écrans, nombreuses configurations, logiciels, matériels, qu'il n'y avait pas que des avantages à passer automatiquement à l'ultra haute définition, même si c'est séduisant sur le papier. Donc ça, on va l'évoquer, et on finira donc par le classique jeu des questions-réponses. Donc, Hervé, tout à fait, Arnaud. Tout à fait, tu as raison. Et en fait, mon petit sondage, il est prêt depuis 3 minutes. J'attendais que tu me donnes le feu vert et donc je vais le lancer. Voilà, c'est une petite question toute simple, mais qui va nous intéresser pour la suite, pour voir les points sur lesquels nous allons insister dans les minutes qui suivent.
Voilà, la question est tout simplement autour du calibrage d'un écran de retouche photo et nous vous laissons répondre directement avec l'interface, vous allez voir. Donc le calibrage d'un écran de retouche photo, d'après vous, quelle est la phrase qui vous paraît la plus raisonnable? Pertinent. Ou soit la plus pertinente, soit la plus exacte. Donc j'espère que vous voyez à quel endroit vous pouvez voter. Et une fois que vous avez fait votre choix, vous faites soumettre. Et comme ça, nous, on récupère vos votes. On est à 65% d'entre vous qui ont répondu. On attend encore un tout petit peu, hein. Oui, justement, ça va être intéressant parce que comme je suis un pro défenseur du calibrage, je vais vous expliquer pourquoi. C'est toujours bon de le rappeler. Et donc, je serais curieux de voir aujourd'hui s'il y a quelles sont les tendances lourdes. Est-ce qu'il y a des évolutions? Parce que je sais qu'Hervé, on lance des sondages comme ça assez régulièrement. Et je serais curieux de voir où on en est en fin 2020. Bien, figure-toi que je pense que nous sommes face à des utilisateurs quand même avancés. Nous sommes face à des gens qui sont au courant, qui se sont renseignés parce que tu vas être surpris peut-être par les résultats. On est, voilà, 90% d'entre vous ont voté. Je laisse encore quelques instants s'il y en a qui veulent terminer. Et je vais fermer le sondage. Et maintenant, je partage les résultats avec vous. Donc, c'est le fabricant qui le fait, pas besoin de m'en occuper, 1%. Vous n'êtes pas tombé dans le panneau, parce que beaucoup d'utilisateurs, je dirais lambda, pensent que le fabricant d'écran, il doit bien le régler, donc ça peut marcher. Je le calibre avec mon œil le jour de l'installation, c'est pas non plus le gros des votes. Et Arnaud, je te laisse continuer. Oui, voilà. Donc, manifestement, on a affaire à un public qui est convaincu de l'intérêt de calibrer avec du matériel et pas à l'œil son écran, voire même, même plutôt avec assiduité, une fois par mois, ce qui me semble vraiment très bien. Si vous êtes 50%, c'est vraiment très bien. Et il y a 35% des gens qui nous écoutent qui utilisent les avantages du calibrage hardware. C'est vraiment beaucoup. Donc, en tout cas, ce qui est certain, je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer donc l'intérêt du calibrage avec une sonde, parce que là, manifestement, on a affaire à un public qui est venu chercher un autre type d'information qu'une redite sur l'intérêt du calibrage tout court et éventuellement du calibrage hardware. La seule chose que j'aime toujours répéter pour les 2% qui ne sont toujours pas convaincus, c'est que le calibrage, ce qu'on appelle le calibrage, c'est évidemment pour essayer de corriger les défauts d'un écran, mais pas que. Ça se fait grâce à un profil ICC, donc un petit fichier qui va s'installer dans votre ordinateur, qui est créé par une sonde de calibrage, qui relève extrêmement précisément les défauts de votre écran pour essayer de les corriger. Mais le calibrage, ce n'est pas que ça. C'est aussi un étalonnage, c'est-à-dire comment je règle la luminance de mon écran, la luminosité. Voilà, entre nous, on parle de luminance pour être plus précis. Comment je règle le point noir, les contrastes, des petites choses comme ça. Et c'est aussi à cause de ça qu'on peut faire une grossière erreur quand on partage ses photos avec un club photo ou avec des gens qu'on ne connaît pas. Si notre écran n'est pas bien étalonné, pas seulement calibré, mais aussi étalonné. On peut donc, par exemple, étalonner son écran de manière beaucoup trop lumineuse, parce qu'en sortie d'usine, les réglages usine, quand on le branche la première fois, l'écran est extrêmement lumineux pour qu'il soit le plus flatteur possible. Le problème, c'est qu'il y a des espèces de standards de réglage, d'étalonnage des écrans parmi tous ceux qui partagent leurs photos, qui est vraiment un cran en dessous. Et du coup, on peut faire des réglages sur les retouches de ces photos qui vont être totalement inappropriées quand on va partager ces photos avec une communauté de photographes. Donc le calibrage, ce n'est pas uniquement régler finement les défauts de son écran, c'est aussi bien le régler tout simplement, donc l'étalonner, régler sa luminance. Or, sans sonde, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a que les écrans haut de gamme, comme les écrans ISO, comme les écrans NEC, qui indiquent non pas en pourcentage la luminance de l'écran, parce qu'on ne sait pas quelle est la luminance maxi. On sait simplement qu'on est à 30%, mais 30% de combien?
Alors, certains écrans, comme les écrans ISO, ColorEdge ou les écrans NEC qui sont en train de revenir sur le marché, Multi-Sync, là, sont des écrans qui indiquent précisément la luminance. Donc, si on vous dit qu'il est souhaitable de calibrer un écran autour de 100 candela au mètre carré pour faire de la retouche photo, on peut faire ce réglage précisément. Sans sonde, impossible à faire avec si on n'a pas de sonde, et sur un écran plus entrée de gamme ou moyen de gamme. Donc voilà, je voulais insister sur ce point-là auprès des 2%. Donc maintenant, on va s'occuper du pourcentage plus élevé qui nous écoute ce soir et qui veut en savoir un peu plus sur le calibrage, différence calibrage classique et avec calibrage dit hardware. Alors, pour le calibrage classique, vraiment là, j'insiste vraiment là-dessus, le calibrage classique, calibrage hardware, dans les deux cas, on aura un calibrage d'excellente qualité. Si vraiment on veut le fin du fin, avec un calibrage hardware, on peut aller encore un petit peu plus loin, mais ça peut, dans certains cas, devenir extrêmement subtil. Si on a un écran, les deux écrans l'un à côté de l'autre, on peut voir la différence, mais on commence à rentrer dans des choses plus subtiles. Donc, vraiment, le calibrage avec une sonde classique et le logiciel propriétaire vous permettra d'avoir un calibrage de très grande qualité. Sur la régularité, effectivement, une fois par mois me paraît aujourd'hui très très bien. Et comme par hasard, sur les écrans comme celui-ci, où on peut demander à nous rappeler qu'il faudrait faire un calibrage régulièrement, il est réglé en moyenne à 250 heures. Si on prend une dizaine d'heures, ça fait tous les mois environ. Donc, vous voyez, faire un calibrage, que ça soit classique ou que ça soit hardware, une fois par mois, me semble aujourd'hui très correct. Un des avantages du calibrage hardware, surtout avec les écrans qui ont une sonde intégrée, ce n'est pas le cas de ce modèle 16-27-40, donc la série CG chez EXO. Ça peut être aussi le cas il y a des écrans Dell aujourd'hui qui commencent à avoir une sonde intégrée. Et bien là, l'avantage, c'est qu'on peut programmer le calibrage. Donc là, il va se faire carrément, on peut le programmer la nuit. Alors donc du coup, on n'a pas besoin, même si on le fait tous les 15 jours, ce n'est pas gênant, on n'a plus besoin d'attendre d'effectuer ce calibrage. Donc un avantage du calibrage hardware, encore en plus, ça va être un avantage pratique et pas qualitatif, ça va être la possibilité de le programmer. Donc après, vraiment, pour moi, la différence fondamentale qu'il va y avoir entre un calibrage classique et calibrage hardware, c'est donc, on a vu juste à l'instant quand on a fait un petit rappel pour les débutants en calibrage, ce qu'on appelle le calibrage, c'est vraiment deux choses. C'est l'étalonnage de l'écran, donc le réglage de la luminance, du contraste, du point noir de l'écran, du gamma, le gamut qu'on souhaite afficher sur son écran, s'il est capable d'afficher un large gamut, est-ce qu'on n'a pas besoin ponctuellement qu'il affiche un gamut plus restreint? Ça, c'est la partie étalonnage à proprement parler du calibrage, de ce qu'on appelle le calibrage dans son ensemble. Cette partie-là, quand on a un calibrage classique, on est obligé, donc on va faire cet étalonnage, donc on va régler un certain nombre de valeurs cibles. La sonde va nous aider à régler l'écran par rapport à ces valeurs cibles, et ensuite l'écran va relever les patchs colorés qui vont défiler sur l'écran de manière à relever ses défauts et de créer un petit profil ICC qui va tenir compte dans une table dite matricielle, un petit tableau avec plus ou moins de cases pour être plus ou moins précis, tous les défauts de l'écran. Donc, le profil est associé à un étalonnage. Si jamais vous voulez choisir un autre étalonnage, un autre profil pour une autre configuration de retouche, donc là, par exemple, la retouche pour le web, qui nécessite un certain étalonnage, et une retouche, cette fois-ci, davantage tournée vers l'impression papier. Les réglages n'ont vraiment rien à voir. Eh bien, avec un calibrage classique, vous êtes obligé de réétalonner votre écran. Il ne s'agit pas simplement de choisir le nouveau profil, celui que vous avez créé avec des valeurs cibles différentes d'un usage web. Là, vous êtes obligé forcément de recalibrer votre écran, donc pour le réétalonner, pour le remettre à, par exemple, 120 candela au mètre carré, le remettre avec le noir natif, donc le noir le plus dense possible que votre écran est capable d'afficher, le gamma, donc pour ensuite réinjecter ce fameux profil. Ou alors, il faut se souvenir de toutes les valeurs cibles que vous avez choisies et de les remettre physiquement sur votre écran. Donc, quand vous passez comme moi régulièrement d'un calibrage, on va dire pour le web, à un calibrage pour l'impression, c'est vraiment extrêmement laborieux.
Et c'est là qu'intervient le miracle du calibrage hardware, c'est que dans le calibrage hardware, vous allez créer deux cibles. Une cible impression, une cible web. Eh bien, grâce au calibrage hardware, donc qui dit hardware dit vraiment dans le dur, dans le matériel, vous avez la possibilité, donc là c'est uniquement un logiciel propriétaire des écrans ISO. Donc chez ISO, c'est Color Navigator. Chez NEC, ça va être SpectraView. Chez BenQ, ça va être Palette Master. Et ainsi de suite. Chez Dell ou chez Asus, vous allez avoir un petit logiciel donc, qui va vraiment commander l'étalonnage également de votre écran. Donc sur le logiciel, je vais partager ça avec vous. On va voir ça tout de suite. Alors, partager. On va afficher le deuxième écran. Voilà. Et là, je vais choisir Color Navigator. Donc là, j'ai installé la toute dernière version. Cette version est en anglais. Je l'ai laissé en anglais exprès pour vous montrer une petite astuce, un petit réglage. Bon, voilà, on va partir ce soir du principe qu'aujourd'hui, Color Navigator est le logiciel phare lorsqu'on souhaite faire du calibrage hardware. NEC est en train de faire un retour en force sur le marché des écrans très haut de gamme avec calibrage hardware. Là, je vais m'en occuper. Je suis en train de tester les deux écrans NEC 311 et 271 actuels. Donc, ce soir, on va se voir ça avec Color Navigator, juste parce qu'il y a une petite astuce. Voilà, quand j'ouvre les préférences de Color Navigator, il y a la possibilité de choisir le langage. Et la petite astuce, malgré le fait que là, j'ai téléchargé la dernière version, vous devez ajouter votre langue, qui est en fait sous la forme d'un petit fichier zip. C'est un petit fichier zip qui va vous permettre de régler ce fichier. Et très important, il faut absolument que le fichier soit sous un format zip pour pouvoir l'installer. Et donc, il y a une subtilité. Quand on utilise Safari, quand on télécharge un fichier zip sur Safari, il a tendance à le dézipper automatiquement. Or, ça ne peut pas fonctionner. Il faut absolument que le fichier soit sous un format zip. Donc là, j'ai choisi les options. Alors, hop, normalement, il va me revenir. Voilà, download. Le fichier, il est ici. Donc voilà, j'ai téléchargé ça sur le site. Je vous montre là aussi une petite subtilité. Quand vous allez sur le site ISO, si vous allez sur la page Color Navigator, vous pouvez voir tout en bas de la page Color Navigator des versions de logiciels. Et le paradoxe, c'est que quand vous allez cliquer sur ces versions-là, vous allez ouvrir une nouvelle page qui, là, va vous permettre de télécharger la toute dernière version. Donc, on en est à 7.1. Or, la 7.1 a une présentation sensiblement différente de la précédente version 7.0. Là encore, une petite subtilité à savoir qui vous fera gagner du temps. Donc, je reviens sur Color Navigator. Je vais ouvrir le fichier zip des langues. Et voilà, maintenant, je peux choisir la langue. Donc, je n'ai plus qu'à fermer le logiciel, le redémarrer. Donc là, vous voyez, très important de comprendre pourquoi en ce moment, là, il y a une petite barre de téléchargement qui s'est ouverte. Voilà, on va redémarrer Color Navigator. Normalement, cette fois-ci, il va être en français. Voilà, on est en français. Vous voyez, donc la petite subtilité d'installation de la langue sur Color Navigator. Donc avec Color Navigator, vous avez un certain nombre de paramétrages. Je ne reviens pas sur tous les paramétrages puisqu'ils sont détaillés sur mon site internet. Et en ce moment, alors je l'avais dit ça pendant le confinement, mais là pour le coup c'est vrai, je suis vraiment en train d'écrire un petit PDF sur l'utilisation complète de Color Navigator. Là j'ai bien avancé. Cet été, après le confinement, là j'ai vraiment ralenti. Là je m'y suis remis, donc je ne rentre pas dans tous les détails du logiciel Color Navigator. Une petite chose qui m'est parfois demandée, vous allez ici sur les paramètres du moniteur, vous avez une petite fonction ici et qui s'appelle priorité DUE, c'est l'égalisation d'uniformité. Alors cette petite chose qui est mise par défaut pour avoir les écrans Color Edge les plus uniformes possibles, vous fait baisser la luminosité maxi de votre écran. Donc, si vous faites du montage vidéo, que vous voulez bénéficier de toute la luminance de votre écran Color Edge, il faut tout simplement penser à désactiver cette option. Vous aurez un écran un petit peu moins homogène, pas tant que ça, moi je trouve, et ça vous libérera la luminance maximum de votre écran. Donc, la chose qui nous importe le plus, c'est, dans un premier temps, d'aller créer
donc les fameux targets, les fameuses cibles, d'aller les créer dans un premier temps et ensuite à la volée. Et je vous montre, quand vous allez installer le logiciel, vous aurez une petite icône là que je vais revenir. Alors c'est vraiment ça, c'est vraiment très pratique. Donc vous voyez là le petit logiciel là qui tourne, la petite clé qui tourne, c'est uniquement parce que une fois qu'on a calibré avec Color Navigator, ce qu'on appelle du calibrage hardware, le profil qui a été injecté évidemment dans votre ordinateur est également injecté dans la table LUT de l'écran, ce qui veut dire qu'une fois qu'il est calibré, et donc ça c'est un autre avantage du calibrage hardware, cet écran-là va être calibré par mes soins sur mon ordinateur, mais je peux le déposer chez quelqu'un d'autre, il sera calibré. Le profil sera intégré dans l'écran et pas simplement sur l'ordinateur qui a servi à le calibrer. Donc c'est très pratique sur des plateaux où il y a de très nombreux écrans et il y a une seule personne qui administre le parc d'écran. Donc un autre avantage encore du calibrage hardware. Et bien là, vous voyez, si je choisis mon écran CS2740, vous voyez que là, j'ai la possibilité de choisir le cal 1. Eh bien, le cal 1 est associé à une valeur cible qu'on va choisir. Eh bien, libre à vous ensuite de faire différentes cibles. Et à la volée, ici, vous aurez un cal 1, un cal 2. Alors, vous pouvez les renommer évidemment pour que ça soit plus facile à identifier. Et à la volée, vous allez cliquer sur un des boutons et vous allez voir non seulement, donc ça va aller charger le profil qui est lié à votre étalonnage, et vous allez voir que sans toucher aucun bouton de votre écran, vous allez voir l'aspect de votre écran qui va être modifié en luminance, en contraste, en gamut, automatiquement, là sans aucune intervention. Donc ça va extrêmement vite pour passer d'une configuration logicielle d'étalonnage à une autre. Ça, vraiment, c'est extrêmement précieux. Ça vous incite, à mon avis, à travailler toujours dans de bonnes conditions, parce que même si vous êtes motivé pour faire une fois passer d'un étalonnage à un autre, ça m'étonnerait que vous le fassiez très régulièrement ou deux fois par jour, ou même si c'est un petit peu moins, si c'est aussi fastidieux, aussi laborieux. Donc, principal avantage, énorme avantage pour moi du calibrage hardware, le passage à la volée à différentes valeurs cibles. Donc, on revient à Color Navigator. Et là, alors pareil, je vais vous montrer un petit peu. Donc, ici, vous voyez la liste tout en haut des profils qui sont déjà intégrés dans le soft. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez en ajouter. Et donc, vous allez sur Target, là, ça a été mal traduit, créer une nouvelle cible. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez entrer manuellement quelques valeurs. À chaque fois, ça vous ouvre une fenêtre. Et là, manquez pas de choisir, par exemple, là, je vais faire un réglage web qui est le réglage le plus classique. Donc, je renomme, ça sera plus facile d'aller le retrouver. Et là, je vais choisir mes valeurs cibles. Donc, cette partie-là, le choix des valeurs cibles, ça va être comme dans un logiciel de calibrage classique, mais il y a parfois quelques subtilités, quelques réglages en plus. On peut aller un petit peu plus loin. Alors là, par exemple, s'il s'agit d'un calibrage pour un usage web, maintenant, une convention fait qu'on choisit, c'est admis qu'il faut régler son écran selon le niveau de luminance de votre pièce entre 100 et 120 candela mètre carré. Donc voilà, chez moi, je suis dans un environnement qui n'est pas trop lumineux, donc je vais choisir 100 candela mètre carré. Donc entre 100 et 120. Vous pouvez, voilà, ça c'est pour la luminance maximum que vous allez utiliser. Le point noir. Donc, si vous utilisez là, si vous faites une cible pour le web, évidemment, on va essayer de profiter d'un écran le plus contrasté possible. Pour que l'écran soit contrasté, il faut qu'il y ait beaucoup de différence entre la luminance maxi et la luminance mini. Donc, on choisit mini. Quand on fait un calibrage pour l'impression, où là, on va plutôt choisir 80 candela mètre carré, c'est aussi des conventions, mais qui sont vraiment vérifiées dans la pratique. Là, à ce moment-là, vous aurez intérêt à choisir un niveau de noir nettement supérieur, donc un noir moins profond, on va dire, pour être plus précis, un noir donc qui se rapproche plus d'un gris. On va plutôt être à 0,5 candela mètre carré, 0,6. Après, il faut essayer chez vous. Voilà. Donc, vous voyez que le réglage pour une utilisation web et pour une utilisation impression, pas du tout le même. Ensuite, vous allez pouvoir choisir votre point blanc. Aujourd'hui, alors c'est pareil, il y a pendant très longtemps, on disait sur les écrans haut de gamme qu'on pouvait monter à des points blancs, on pouvait descendre à des points blancs un petit peu plus chauds.
Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'immense majorité des écrans, des dalles, des portables, des smartphones est à 6005. Or, comme nos images sont partagées sur ces supports, je crois qu'il est plus malin de sélectionner 6005 pour une cible web. Donc, on laisse à 6005. Il y avait beaucoup d'écrans de jeu qui étaient réglés à 9005, donc extrêmement bleus. Donc, il fallait les faire descendre un petit peu. Mais je vois aujourd'hui que quand on prend une dalle IPS, qui est une bonne dalle, une bonne technologie de dalle pour faire de la retouche photo, elles sont réglées à 6005. Donc, on va laisser à 6005. Le gamma classique de 2, là aussi, c'est documenté sur mon site. C'est le gamma de l'œil quand il regarde un écran, c'est le gamma qui convient le mieux pour afficher correctement les niveaux sombres d'une image sur un écran d'ordinateur. La priorité, donc là, je documenterai ça sur mon petit PDF, mais vous laissez en standard. Le gamut, bah là, c'est pareil. Si on peut quand même dire, dans le cadre de ce webinaire, les écrans EIZO, NEC, Dell, Ultra Sharp, donc vraiment haut de gamme, ont des affichages avec des gamutes larges, donc proches de l'Adobe RVB 98. S'il y a un truc que je peux dire ce soir, c'est que de très nombreuses personnes, quand ils basculent d'un écran classique, donc qui affiche un gamut classique, et quand ils basculent à un affichage vraiment haut de gamme, et donc qui affiche un gamut large, notamment quand ils utilisent l'environnement Windows, qui malheureusement ne gère pas très bien les couleurs au niveau du système. Il y a parfois des drôles de surprises parce que quand on utilise un gamut natif, donc Adobe RBB 98, toutes les icônes qui sont en bas dans la barre d'état de Windows vont être très saturées. Pourquoi? Parce que les icônes qui servent d'image dans l'univers Windows ne gèrent pas les couleurs, elles n'ont pas de profil associé. Et du coup, elles sont mal interprétées par Windows, et donc elles sont interprétées par le gamut de l'écran, et on a des images extrêmement saturées. Donc souvent, quand les personnes changent de technologie d'écran, ils pensent acheter un excellent écran avec éventuellement de la 4K comme de l'Ultra HD, comme c'est le cas sur cet écran. Et au passage, ils gagnent un gamut, mais qui chamboule littéralement leurs habitudes en environnement Windows parce que dans certaines parties du logiciel, les images sont extrêmement saturées, beaucoup plus que d'habitude. Évidemment, tout rentre dans l'ordre quand on ouvre les images dans Photoshop qui, lui, gère très bien les couleurs, mais il y a vraiment un moment où les gens sont déconcertés. Donc, c'est ici que ça pourrait être intéressant, si vous êtes déconcerté dans un premier temps, de choisir une valeur standard, par exemple le fameux SRPB, qui permettra de réduire un petit peu la puissance, je vais dire, du moteur de votre écran. C'est comme si vous bridiez un moteur d'une voiture très puissante, de manière à ce que vous puissiez retrouver vos repères. Sinon, vous laissez en natif à chaque calibrage et vous faites OK. Voilà, vous faites terminer. Et là maintenant, vous avez dans votre menu déroulant votre nouvelle cible qui vient de s'additionner. Et là, vous lancez, vous cliquez sur le petit bouton étalonnage. Le logiciel va aller chercher, alors là, il n'a pas détecté ma sonde. Tiens, comment ça se fait? Si, pourtant, elle est bien là. J'ai bien une i1 Display Plus. Alors là, pourquoi il n'en a pas voulu? Il ne faut pas me demander. Ça marchait très bien tout à l'heure. Je vais essayer de la rebrancher au cas où sur mon écran. Le but, ce n'est pas de vous montrer tout le processus. Voilà, toc. Si là, ça fonctionne, non. Bon, en fait, il va vous demander ensuite de découvrir le capot. Vous placez votre sonde à l'emplacement indiqué et vous verrez notamment avec Color Navigator que le processus est vraiment très rapide. Et à la fin du processus, donc là, je vais faire annuler. Voulez-vous quitter l'assistant? Voilà, je suis désolé pour ce contretemps, mais vraiment, ce n'était pas le but de ce webinaire. Et donc ensuite, ici, sur la gauche, vous allez voir un petit logo bleu indiqué que vous êtes en train d'utiliser le CAL 1 de votre écran qui est associé à la cible web et vous aurez une petite icône bleue. Le jour où ça passe au rose, ça veut dire qu'il faut recalibrer votre écran. Donc voilà, à chaque fois que vous voulez créer des cibles, hop, target, créer une nouvelle cible et ensuite, vous n'avez plus qu'à aller choisir ici, lorsque vous voulez refaire l'étalonnage, la cible qui vous intéresse. Voilà, là, on peut fermer. Donc, ça ne ferme pas Color Navigator, en tout cas pour la gestion des profils, ça ferme juste l'interface du logiciel qui vous permet de faire l'étalonnage. Et vous voyez la petite icône, le petit papillon qui est en haut. Alors, selon que vous êtes sur Mac ou PC, l'icône se mettra en haut ou en bas.
Et là, vous avez là, vous voyez, moi j'ai 2 écrans ESO là sur mon installation. Et donc, je peux choisir la valeur qui va bien. Vous voyez, là, j'ai cal 1 sur mon autre écran ESO, cal 1 associé à une cible, cal 2 associé à une autre cible. Voilà. Et là, et bon, évidemment, là, on ne va pas quitter. Et quand un écran a besoin d'être recalibré, il passe au rose pour vous indiquer qu'il faut le refaire. Donc voilà les points. Je voulais vraiment vous montrer en temps réel combien c'est pratique, combien ça va vite. Alors je vais remontrer. Voilà. Je voulais vraiment vous montrer en temps réel combien ça va vite de créer une cible, combien ça va vite de faire un étalonnage. En tout cas, avec Color Navigator, c'est extrêmement long quand on veut le faire précisément, par exemple, sur le logiciel de calibrage hardware de chez Dell. Ça prend plus de 25 minutes, mais chez ISO, c'est vraiment extrêmement rapide. Et alors, le NEC Plus Ultra, si vous avez les écrans haut de gamme de chez ISO Color Edge, la série Color Edge, avec la sonde intégrée, donc vous pouvez carrément programmer votre calibrage et l'écran s'allumera automatiquement, même à 3 heures du matin, 3 minutes avant, parce que les temps de chauffe avec les technologies LED est beaucoup plus rapide qu'avec les technologies CRT des anciens écrans où il fallait attendre une demi-heure. Et vous allez avoir votre petite sonde qui sortira automatiquement de sa cachette, gérer le calibrage de votre écran. Et en fait, là, vous ne vous occupez plus jamais, jamais, jamais de votre calibrage. Donc, à la limite, pour ceux qui ne veulent pas forcément s'embêter ou qui pensent que ce n'est pas absolument indispensable, bah, faites-vous plaisir, achetez le NEC Plus Ultra avec son intégré. Et alors là, vous ne vous occuperez plus de rien et vous pourrez dormir et travailler sur vos 2 yeux et vos 2 oreilles. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Il est temps pour moi de te redonner un petit peu la parole, Hervé, si tu veux ajouter quelque chose avant qu'on parle des avantages, inconvénients de la 4K en retouche photo. Oui, très bien. Alors peut-être qu'on peut faire un petit point, puisqu'il y a des questions quand même qui sont connexes, donc sans remplacer la Je session remets mon micro, questions-réponses. mes Et haut-parleurs. Ça se trouve, tu avais essayé de me parler, mais comme non, mon micro se finit par s'éteindre au bout d'un certain temps, je n'avais pas entendu. Donc j'en suis désolé. pas de souci. La question à laquelle on peut répondre, puisqu'il y a plusieurs questions autour de ça, c'est si j'ai un écran ISO qui permet donc le calibrage hardware et que cet écran il est connecté à, par exemple, un iMac ou par exemple connecté à un PC qui lui-même a un écran. Est-ce que Mhm. Color Navigator me permet de calibrer l'écran ISO et aussi cet autre écran? Et non. Tu peux Il expliquer pourquoi? reconnaît que. Alors, et puis en plus, il y a une petite subtilité. Il y a donc un partage de profil dans les 2 sens. Vous voyez, quand vous ouvrez Color Navigator, il y a le petit outil là qui dit qu'il est en train de se passer quelque chose. Ça veut dire qu'il est en train de réinjecter le profil vers votre ordinateur si vous venez de le brancher sur ce nouvel ordinateur. Donc, il y a des petits mouvements de va-et-vient, d'échange d'informations entre l'ordinateur et l'écran. Et ça passe uniquement si vous branchez un câble supplémentaire. Donc, vous avez votre câble d'alimentation, votre câble euh, entre la carte graphique et votre écran. Donc, moi, je Câble vidéo. préconise souvent le fameux DisplayPort, un écran, ça pourrait être du HDMI, mais je préconise plutôt un DisplayPort. Et vous Oui. avez besoin de brancher un câble USB qui est fourni tout le temps avec l'écran, sauf si vous branchez directement en USB type C, parce que là, on peut faire partager énormément d'informations, et avec un seul câble, vous remplacez le DisplayPort et l'USB. Donc, vous voyez, il y a un vrai partage d'informations entre les deux. Sur un écran d'iMac, même si vous installez Color Navigator, il y a entre le logiciel et puis, certes, le logiciel est sur l'ordinateur en question, mais en fait, il n'y a pas de possibilité d'injecter le profil parce qu'il n'y a pas de câble relié entre l'ordinateur. Bon, certes, c'est tout injecté, donc on pourrait dire, il faudrait demander à Apple d'injecter ce fameux câble USB entre la carte graphique et puis Color Navigator, mais donc non, c'est pas possible. Donc, Je peux je aller suis dans je une peux aller plus loin, s'il te plaît, ah, parce que vas-y. j'ai fait le test et c'est vrai que la question se pose. Imaginons que j'ai un écran NEC, un écran ESO et un écran BenQ connectés à une unité centrale. On pourrait se dire, chacun de ces écrans permet le calibrage hardware. Le truc, c'est que le calibrage hardware, il y a 2 éléments qu'il faut bien retenir. Le calibrage hardware est un système propriétaire, c'est-à-dire le logiciel ESO Mm. Color Navigator ne calibre exclusivement que des écrans fabriqués ISO. par ESO avec une électronique spécifique qui doit être reconnue en fait par le logiciel. Et le Mm. logiciel pilote en fait comme une sorte de pont les relations entre la sonde qui est soit une X-Rite, soit une Datacolor, et
les écrans qui doivent obligatoirement être de marque ISO. Donc, il faut d'une part que l'écran permette le calibrage hardware, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des écrans assez haut de gamme qui intègrent une électronique embarquée un peu supérieure à un écran standard, puisque il y a ce qu'on appelle une LUT, Look-Up Table, une petite matrice qui permet de stocker le profil. Il faut savoir que beaucoup d'écrans, grand public, ne seront jamais capables de le faire. Vous prenez un écran bureautique normal, il ne peut pas stocker de profil dans l'électronique embarquée, ce n'est pas prévu pour. Donc pour le calibrage hardware, il faut déjà que l'écran le permette, c'est-à-dire qu'il ait cette électronique. Voilà. Et en plus, il faut que le logiciel de la marque de l'écran accepte que ça marche avec. Et en fait, les fabricants d'écrans qui font du calibrage hardware, comme c'est quand même très pointu, préfèrent, pour des raisons aussi de support technique, ne gérer avec leur logiciel que des écrans de leur propre marque. Donc c'est complètement des systèmes propriétaires. Pour autant, c'est intéressant parce que c'est ce que tu expliquais, ça donne un contrôle qui est beaucoup plus pointu. Il y a moins d'intervention manuelle, puisque c'est le logiciel qui fait parler littéralement la sonde avec l'écran sans qu'il y ait besoin de rajouter des réglages ou d'autres choses. Une magique qui prend le contrôle, ouais, exactement. Ouais, c'est automatisé, mais donc il n'y a pas de passerelle en fait. Color Navigator est exclusivement pour les écrans ISO qui le permettent. Hein. Donc il faut en plus que ce soit des pas les FlexScan, les entrées de gamme bureautiques, tout ça, c'est pas possible. Et on retrouve la même chose chez BenQ, ça s'appelle Palette Master Element et c'est uniquement sur les écrans SW et les PV éventuellement, mais ça ne va pas marcher sur la gamme Professional Design, dont les lettres c'est PD, ça ne va pas fonctionner. Et de la même manière, chez NEC, ça va marcher que avec NEC SpectraView Profiler, qui est le logiciel de NEC, sur les écrans de la famille SpectraView, et ça ne fonctionnera pas sur un NEC d'une autre gamme, par exemple moyenne gamme NEC. On ne peut pas faire le calibrage hardware. Même si l'écran lui-même a une dalle qui est sérieuse, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait l'électronique embarquée qui soit reconnue par le logiciel. Donc, ça peut vous paraître un peu complexe, mais en fait, c'est le calibrage hardware, c'est comme un peu le NEC Plus Ultra, et les fabricants souhaitent se protéger. Ils ont développé et de l'électronique et un logiciel spécifique, et donc ils réservent ça à leurs clients. Donc c'est un petit peu un système fermé. Du coup, le calibrage hardware, vous ne pourrez pas faire le calibrage hardware d'aucun écran finalement d'autres marques que la marque du logiciel qui l'a fourni. En tout cas, en l'état actuel des choses. Ça te convient, un intérêt d'avoir une sonde qui n'est pas intégrée. Moi, par exemple, qui suis en configuration multi-écran, vous voyez un autre écran à côté de l'ISO, c'est que je me sers du même outil de mesure, même colorimètre, avec Color Navigator quand je calibre mon écran ISO Color Edge à la maison. Et je me sers du logiciel propriétaire de la sonde pour calibrer mes deux écrans secondaires qui sont plus entrée de gamme où je dépose mes palettes outils. Et donc, quand je fais mes retouches photos, je les fais sur mon écran à ISO Color Edge. Et toutes les palettes outils qui ont moins besoin, en tout cas, elles m'ont jamais fait de réclamation pour me dire et nous, pourquoi on n'est pas sur un écran Color Edge. En tout cas, c'est moi qui décide. Et donc, je les ai mis sur des écrans un peu plus entrée de gamme, donc sensiblement moins cher, évidemment. Et là, je les ai quand même calibrés parce que c'est plus fort que moi. Il ne faut pas exagérer non plus. Et donc là, je suis obligé d'utiliser le logiciel propriétaire du colorimètre que j'ai utilisé avec Color Navigator. Voilà. Là, il n'y a pas, voilà, on n'est pas obligé pour utiliser Color Navigator d'avoir une sonde intégrée. On peut utiliser les sondes haut de gamme de chez X-Rite ou de chez Datacolor. Oui, tout à fait. Et comme tu le dis, ce qui est bien, c'est que comme ces sondes, elles sont livrées avec un logiciel qui est plus ouvert, il faut le dire, que ce soit chez Datacolor ou chez X-Rite, en fait, quand vous avez la sonde, ici celle que tu as sur le bureau, que tu peux montrer, la iOne Display Pro, c'est une Display Pro Plus, j'imagine? Celle-là, c'est la Plus, ouais, la version Plus. Oui. Eh bien, elle est livrée avec un logiciel qui s'appelle iOne Profiler, qui permet de calibrer finalement quasiment tous les écrans. C'est un petit peu un dénominateur commun et du coup, ça devient un outil très utile parce que même si vous avez un écran hyper haut de gamme qui permet le calibrage hardware, on est quasiment tous à avoir quelque part un ordinateur portable, l'écran d'un client avec qui on travaille régulièrement. Et si tu es photographe, tu as envie que ton client il voit les mêmes qualités d'image ou en tout cas quelque chose approchant. Et donc, quand tu vas le voir, imaginons que ce soit la mairie de Clermont-Ferrand, le responsable marketing ou de la communication, eh bien, tu vas lui calibrer son écran pour que les photos que tu lui envoies, il puisse les voir dans de bonnes conditions.
S'il n'a pas un ISO calibrage hardware, ce qui est fort probablement le cas, il faut que tu puisses lui calibrer avec ta sonde, avec un logiciel qui est un peu tout terrain. Et c'est bien d'avoir les deux. Pour le calibrage aux petits oignons, le logiciel et le protocole de calibrage hardware propriétaire de la marque de l'écran, et séparément, avec la sonde, vous avez le logiciel de la marque de la sonde, mais qui est fait pour être compatible finalement avec tous les écrans que vous pouvez rencontrer. Tu confirmes, ça permet une souplesse. Exactement. Donc j'espère que c'est clair, parce que c'est vrai qu'on a assez souvent cette question, donc je pense que ça valait le coup d'y passer un tout petit peu de temps. Alors, il y a des questions autour de... Oula. Ouais, soit on peut répondre à une question, soit on aborde la question de la 4K en retouche photo éventuellement, avant les questions-réponses, comme tu veux. On va le faire. Je voulais juste, comme là, c'était des questions qui étaient vraiment en lien avec le calibrage hardware, ça me paraissait pas mal. Si, peut-être, avant d'attaquer la 4K, tu as parlé de 6500 Kelvin pour le web. Et quel est ton autre réglage pour faire des tirages, par exemple? Alors, quand je fais des tirages, avec les derniers essais que j'ai faits, alors très important, ils sont liés. Il y a une norme ISO qui fixe l'étalonnage de l'écran, l'éclairage de la pièce, l'éclairage du tirage, pour faire en sorte qu'on ait la même chose sur un tirage et sur son écran. Si on respecte la norme, autant vous dire que ce n'est pas simple et je ne suis pas certain que tout le monde va pouvoir techniquement le faire, parce qu'il va falloir demander à toute votre famille de sacrifier une pièce pour qu'elle soit peinte avec la bonne peinture, éclairée comme il faut. Autant vous dire que ce n'est pas glamour. Donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment je pouvais sortir un peu de la norme et essayer de voir comment je pouvais éclairer mon étirage avec un éclairage qui n'est pas normé, en tout cas pas autant que si je respectais cette fameuse norme 12646, je crois. J'ai essayé de voir un petit peu. Donc, j'utilise à la maison une petite lampe que j'aime bien, parce qu'elle est en plus pas trop chère. Elle ne vaut un peu plus de 80 €. La Graphilight 2, qui est en essai sur mon site. Et ce que j'ai bien aimé avec cet éclairage-là, avec cette lampe-là, un éclairage à LED, il y a 3 niveaux de luminance et 3 niveaux de température de couleur. Et en fait, j'ai fini par obtenir une correspondance très satisfaisante entre mon écran ISO avec un calibrage donc à 80 candela au mètre carré uniquement. Un noir, j'ai dû mettre 0,5 ou 0,6 candela au mètre carré, donc avec peu de contraste, parce que tout simplement les tirages sont très peu contrastés. Il y a une corrélation mathématique que j'explique sur mon site, sur une page dédiée, comment on éclaire, comment on imprime un tirage. Il y a une corrélation mathématique qui permet de relier la Dmax du papier avec le contraste idéal que doit afficher l'écran. Et si on essaye de mêler les deux choses, eh bien on s'aperçoit qu'il faut souvent un noir à 0,5, 0,6 candela au mètre carré, ce qui est presque un gris foncé. Et bien là, j'ai obtenu une super correspondance quand je réglais mon écran à 6000 Kelvin. Alors peut-être qu'on pourrait descendre à 5008. Et paradoxalement, j'ai mis ma Graphilight 2 à 5000 Kelvin, mais mon écran à 6000 Kelvin, donc sensiblement plus chaud que quand je fais un réglage web, et ma Graphilight 2 au deuxième niveau de luminance, donc 80, 0,5 et 6000 Kelvin. Et ma Graphilight 2 au deuxième niveau de luminance et à la température de couleur la plus froide, à 5000 Kelvin, sur la lampe LED, j'ai vraiment obtenu une correspondance entre les deux extrêmement satisfaisante, en tout cas comme j'avais jamais obtenu à la maison, sans être dans un environnement normé, sans avoir un éclairage just Normlish qui vaut 600 € ou quelque, une vraie cabine parfaitement normée, donc sans dépenser une fortune et puis en prenant énormément de place, j'ai réussi à obtenir quelque chose de très très satisfaisant entre les deux. Donc voilà, 6000 Kelvin, on pourrait éventuellement descendre encore un petit peu. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien comme ça. Et quand on a l'habitude de travailler à 6500 Kelvin, quand on passe à 6000, déjà on voit vraiment que l'écran est plus chaud. Donc là aussi, la température de couleur, en fait, c'est peut-être la cible qui est la moins sensible en termes de gestion de la couleur par rapport à une quelconque norme. A priori, personne ne viendra vous taper sur les doigts parce que c'est un peu trop chaud, un peu trop froid. Donc moi, ce que je vous invite, c'est à faire des essais chez vous, dans votre environnement lumineux. Vous voyez, moi, j'ai des murs blancs, des murs gris.
soit ils sont gris neutre Kodak, soit ils sont blancs. Si vous êtes dans un environnement familial, un petit coin bureau qui est peint avec un mur qui va être jaune ou autre, eh bien là, vous allez avoir un réglage de température de couleur qui va être idéal chez vous. Si vous éclairez votre tirage avec cette petite lampe Graphilight 2, peut-être allez-vous l'éclairer avec autre chose. Voilà, essayez de voir, faire des combinaisons, essayez de faire des essais. Peut-être qu'il va falloir passer 1 à 2 heures pour faire différents calibrages en ne jouant que sur la température de couleur. Et il y a un moment où vous allez trouver un réglage qui va vous satisfaire et c'est parfait comme ça. Super. Je te propose de nous montrer l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, très important. Ça c'est vraiment marrant parce qu'on me montre souvent. Et donc, voilà de quoi on va parler, les amis. On va parler de 4K, la fameuse 4K. Est-ce que c'est aussi important, indispensable que ça en 2020? Et est-ce que ça n'a que des avantages? Parce que, alors vraiment, j'ai essayé beaucoup d'écrans en 4K, 24, 27, 32 pouces. C'est vrai que ça fait rêver, c'est vrai que c'est extrêmement beau, il n'y a qu'à voir sur un écran comme l'ESO CS2740, vraiment très beau, pas de doute, c'est un colorage. Donc pour ceux qui veulent savoir, il y a mon test qui est publié depuis peut-être une huitaine de jours. J'ai mis toutes les copies d'écran, de rapports de calibrage pour montrer qu'il n'y a pas de doute, c'est un écran Color Edge qui est très précis au niveau de l'affichage des couleurs. Pas de doute, c'est un écran Color Edge avec la fonction DUE très uniforme, très beau contraste. C'est pas forcément un écran avec lequel on pourra spécifiquement dédier au montage vidéo, mais quand on a un contraste pareil, donc un noir suffisamment profond, pas de doute, on peut faire un peu de montage photo pour YouTube sans aucun problème sur un écran comme ça, donc en bénéficiant des autres qualités, précision des couleurs et uniformité. Et donc, il y a ce fameux 4K. Donc, après, toutes les petites précisions sur les plus et les moins de cet écran sont précisées dans mon test. Il y a un point sur lequel je veux revenir, et là, c'est flagrant donc avec cet écran et tous les écrans 27 pouces 4K, c'est que, attention, moi, je remarque deux choses. C'est un écran 4K 27 pouces, vraiment très important, 27 pouces. J'ai essayé avec un 27 et un 32. Les écrans 27 pouces, quand ils sont uniquement en QHD, donc la définition classique, 2560 pixels, ont des menus pour l'écran, ont des menus qui sont relativement plus petits que sur les écrans 24 pouces ou 32 pouces. Les écrans 24 et 32 pouces dans leur résolution native, on va dire historique, sont en moyenne autour de 95 ppp, pixels par pouce. Sur les 27 pouces en QHD, on est à 110 ppp. Alors déjà, on voit que c'est une résolution qui est relativement importante. Et comme votre écran est assez loin de vous, vous êtes déjà dans une résolution qui vous permet des pixels extrêmement fins, donc à peine visibles. Là, dès que vous allez, si on reprend également donc, sur la taille des menus, donc pour les personnes qui auraient une vue qui baisse un petit peu, un écran 24 pouces ou 32 pouces est plus approprié, les menus sont plus grands. On a pris des tas d'habitudes sur des écrans avec de telles définitions. Et un des avantages, quand vous avez une image qui est affichée à 100% dans Photoshop notamment, vous savez, vous allez avoir votre image à 100% et vous savez que le niveau de netteté, le niveau de précision de votre image que vous allez voir devant votre nez, vous savez que ça fait référence. Vous êtes habitué à ça depuis des dizaines d'années. Sur un écran 27 pouces, déjà on voit que l'image est moins grossie, à peu près de 15%, comme les menus. Déjà, ça peut éventuellement chambouler un peu les habitudes. Moi qui ai l'habitude de travailler sur des 24 pouces, quand je bascule sur un 27 pouces, je vois que l'image est plus petite et j'ai tendance à avoir, donc une image elle est plus fine, les modelés sont plus soyeux, plus progressifs. En revanche, la précision des détails est sensiblement différente de ce qu'on a l'habitude de voir sur un 24 ou un 32 pouces, 24 pouces en Full HD, 32 pouces en QHD. Donc, la même définition que le 27 pouces. Mais comme l'écran est physiquement plus grand, les pixels sont plus gros et donc vous avez un menu et une image qui va s'afficher quand vous l'affichez à 100%. Physiquement, si vous le mesurez avec un décimètre, vous allez avoir la même chose sur votre 24 pouces et sur votre 32 pouces. Sur le 32 pouces, simplement, l'image s'affiche avec plus de pixels autour du 24 pouces, qui est plus étriqué.
Quand vous avez un écran 4K, eh bien là, la densité de pixels est telle, là on passe à des 160 ppp, évidemment là les pixels ne se voient plus. Alors parfois, attention, là aussi c'est un point qui est vraiment important, vous êtes de plus en plus nombreux à me faire remarquer que je suis un des rares, en tout cas en français, en langue française, à parler du traitement anti-reflet. Vous avez sur les dalles, pour éviter les reflets, des traitements anti-reflets plus ou moins forts, selon plein de paramètres de fabrication. Et vous avez comment s'appelle, des traitements anti-reflets qui vont marquer un peu plus, qui vont donner comme une espèce d'aspect qui se voit notamment quand vous affichez une page blanche. Donc voilà, vous avez des dalles qui ont un aspect particulièrement lisse quand vous affichez une page blanche et des écrans qui affichent une très légère granulosité. Alors pourquoi je dis très légère? Parce qu'il y a des gens qui ne la voient pas du tout, ils ne savent même pas de quoi je parle, et il y a des gens qui sont sensibles et qui me disent qu'est-ce que c'est chouette sur vos tests, vous en parlez. Donc je le précise, bon, par exemple sur cet écran 2740, on va dire que ce serait le défaut de cet écran. Ceux qui sont sensibles vont pouvoir préférer d'autres dalles encore plus lisses sur cet aspect-là. Mais alors c'est pareil, il faut vraiment aller le voir, vraiment parce que c'est quand même pas non plus très flagrant, c'est pas un énorme défaut. Ça dépend Oui, si c'est un vous tout petit cherchez peu de granularité, c'est un petit pas. peu. Mm. Voilà, certains ils sont sensibles, on va dire que ça pourrait être le défaut, et c'est un paradoxe, parce que c'est un écran 4K, on ne s'attend pas à ce qu'a priori, donc ce n'est pas les pixels que vous allez voir, c'est une espèce de traitement sur la vitre qui fait ressortir un petit peu une espèce de granulosité, qui ne sont pas les pixels, mais ça donne un côté un peu paradoxal à cet écran-là. Donc, ce n'est pas lié à la 4K, on est bien d'accord. Donc, ce qui se passe sur les écrans 4K, vous avez une astuce logicielle qui va permettre au logiciel d'afficher les menus plus grands. Parce que si vous affichez les menus en réelle résolution 4K ultra haute définition, donc je précise ultra haute définition 3840 dpi, 3860 40 dpi, et quand c'est de la vraie 4K, on passe à 4096. Donc ça ne change pas grand-chose, mais la vraie 4K, c'est 4096 par 2160, et l'ultra haute définition, comme on l'appelle, 3840, ce qui est le plus courant et ce qui est le cas de ce CS 2740. Donc là, les menus deviennent tellement minuscules qu'il y a une astuce logicielle qui fait que dans Photoshop, vous pouvez d'ailleurs le choisir, dans macOS, dans Windows 10, vous pouvez augmenter le pourcentage d'affichage des fenêtres et des menus de manière à ce qu'ils redeviennent lisibles comme avant, comme sur des écrans non haute définition. Et là, eh bien, vous avez exactement la même chose qu'avec les écrans non 4K. La taille des menus relative a le même, pas défaut, parce que ce n'est pas un défaut, mais la même caractéristique. Sur les 24 pouces, les 32 pouces en 4K, quand vous les affichez à 150% de grossissement pour que les menus redeviennent visibles, eh bien en fait, si vous mettez un écran 32 pouces ou 24 pouces en 4K ou en résolution plus classique, entre guillemets, vous allez avoir des tailles des menus qui vont s'afficher de la même manière. Donc, évidemment, sur un 27 pouces, fut-il 4K, vous allez grossir l'affichage des menus pour qu'ils redeviennent lisibles. Vous allez perdre un peu en place en pixels, évidemment, mais les pixels, évidemment, restent invisibles. Les menus redeviennent lisibles. Et également, ces menus sur des 27 pouces redeviennent un peu plus petits que sur le 24 pouces. Mais le paradoxe, et c'est ça dont je voulais vous parler, c'est que l'image que vous affichez dans Photoshop, elle est toujours dans la définition de l'écran. C'est-à-dire quand vous l'affichez à 100%, votre image, elle est plus petite physiquement que sur un 27 pouces QHD. Et du coup, il faut rajouter un raccourci clavier, donc commande plus, contrôle plus, pour afficher l'image à 200%, pour retrouver une taille physique et donc un niveau de détail auquel vous étiez habitué sur un écran avec une résolution non 4K. Donc c'est évidemment, la résolution 4K est évidemment beaucoup plus belle pour afficher une image en entier parce que vous allez avoir des soyeux, un peu comme du moyen format ou des photos à la chambre. Vous avez des modelés qui sont absolument sublimes sur un écran 4K, mais quand vous voulez travailler en production, quand vous voulez travailler sur le niveau de détail de votre image, c'est si par exemple dans Photoshop, vous avez un raccourci clavier pour afficher votre image à 100%, eh bien, vous êtes obligé de rajouter encore un autre raccourci clavier derrière pour afficher l'image à 200% pour retrouver le niveau de détail auquel vous étiez habitué. En termes de productivité, on a vu mieux. Et comme sur un 27 pouces, on est déjà à 110 ppp, voilà, posez-vous la question de savoir si vraiment ça va vous gêner ou pas.
Il y a des gens Quel qui genre m'écrivent. d'utilisateurs, du coup, ont intérêt Ben, à ça dépend. Il y a des préférer le photographes. Kafka? Alors, il y a des là tout à l'heure, j'ai eu une conversation par mail avec quelqu'un qui a essayé. Il m'a dit, moi, j'adore la 4K, je fais que de la retouche Photoshop. Et en gros, c'était un jeune qui n'avait pas pris des vieilles habitudes comme le vieux schnock qui vous sert de serviteur ce soir, n'est-ce pas? Donc, moi, j'ai pris des vilaines habitudes et du coup, ça me chamboule un peu mes habitudes. Je ne suis pas spécialement fan. En revanche, lui, il travaillait exactement dans la même configuration. Donc, c'est même pas lié au logiciel qu'on utilise. C'est vraiment une question d'habitude. Donc, comme je sais qu'il y a parmi les gens qui nous regardent des gens voilà, qui vont être dans le même cas de figure que nous, des photographes pros qui ont déjà l'habitude et qui se posent la question, ça peut chambouler un petit peu leurs habitudes. Donc, et pareil pour le 32 pouces, pour le 27 pouces, c'est vraiment la même chose. Vous avez ce problème d'affichage d'image quand vous l'affichez à 100%. Et moi, par exemple, un autre truc que j'ai remarqué, j'ai fait mes sites internet depuis très longtemps, donc mes sites ont plus de 16 ans maintenant. Donc j'ai eu l'habitude de les faire avec Dreamweaver en l'occurrence. Là, j'utilise toujours pas des logiciels comme WordPress et autres, donc responsive. Et mon image, quand j'affiche les images que je prépare pour mon site internet, que je vais regarder donc pour vérifier mon site internet sur un écran avec une définition classique. Eh bien, quand je fais le test sur mon setup, où normalement j'ai 3 écrans 24 pouces en Full HD, en résolution normale, eh bien, quand j'introduis un écran 4K dans mon setup, ça me chamboule totalement mes habitudes. Là encore, c'est même plus que les habitudes. Là, c'est carrément les repères parce que l'image qui est affichée sur l'écran 4K va être toute petite quand elle est affichée à 100% et va être 2 fois plus grande quand elle va être affichée sur mon écran Full HD. Donc c'est pas du tout pratique en termes de flux de travail, de travailler. Donc c'est mon deuxième conseil, vérifiez que ça ne chamboulera pas vos habitudes de visualisation de vos images quand elles sont définies, quand vous voulez les accentuer à la fin, et vérifiez si vous êtes en multi-écran. Ce que je vous conseille, c'est de passer tous vos écrans en 4K si vous basculez sur un écran en 4K. Parce que vraiment, c'est vraiment pas du tout pratique. Vous avez toutes vos images qui passent d'une petite taille à une grande taille quand vous passez d'un écran à un autre. Donc, soit vous restez en résolution classique, soit vous basculez tout votre setup multi-écran en 4K si vous voulez basculer. Voilà en gros les deux choses que je voulais préciser avec vous quant au passage à la 4K, voilà, ce qui vous évite parce que voilà, là aussi, on me dit évidemment avec des écrans ColorEdge, on sait ce qu'on achète. Un écran NEC, un écran ColorEdge, on sait ce qu'on achète, c'est uniforme. Il y a d'autres marques qui font des fois des écrans moins chers, mais qui vont avoir comme défaut le plus souvent une uniformité de la dalle moins précise. Et donc, parfois, on est obligé de rendre l'écran si vraiment on n'est pas du tout satisfait. Donc, le fait de pouvoir tester ou pas un écran 4K n'est pas forcément simple. Donc, voilà pourquoi je voulais évoquer ce point, pour moi, vraiment essentiel concernant à la bascule 4K. Est-ce qu'on y passe dès aujourd'hui, en 2020 ou pas? Est-ce que je bascule un seul écran et là, pourquoi pas? Ou est-ce que je bascule tout mon setup? Et dans ce cas-là, il faut basculer sur 3 écrans, ce qui n'est pas le même budget. Voilà. Ok. Je te propose qu'on refasse un petit quiz très rapide. Tu parlais d'un vieux schnock. Il s'agit d'une question d'âge. Alors, à quel Et, âge on a un vieux schnock? À quel âge on a un vieux et ensuite, on passe à la session questions-réponses qui portera sur le calibrage hardware, sur la lampe Graphite, parce que tu la montreras tout à l'heure juste pour montrer Ouais. à quoi elle ressemble. Et puis, il y avait encore quelques questions sur les préparations pour les tirages. Et Voilà. puis, et bien entendu, sur le calibrage hardware, il y avait d'autres questions, notamment sur la version exacte de Color Navigator. Mais avant ça, donc, petit sondage très rapide. Allons-y. Cette année, le site arnaudfriche.com fête ses 16 ans. Graphic Réseau fête ses 30 ans, Arnaud Frisch fête ses 35 ans, Eizo Nanao Corporation, alors j'ai pas mis en entier, donc c'est la société Eizo japonaise d'origine, fête ses 52 ans, X-Rite fête ses 62 ans. C'est réponse multiple, donc vous pouvez cocher autant de cases qui vous paraissent justes que vous le souhaitez. Allez-y. Et ne vous trompez pas, ça pourrait me vexer. Donc vous pouvez cocher plusieurs cases, hein. Je répète parce que c'est pas toujours évident vu que d'un sondage à l'autre, les règles sont pas toujours les mêmes. Oui, il y a plusieurs bonnes réponses.
Oui, c'est exact. Voilà, vous êtes à 65% de votants. Donc le taux de participation est plutôt bon, Arnaud, hein. Je te signale qu'on a des personnes qui Ça fait votent, plaisir. eux. Et c'est bientôt, c'est aux États-Unis, mais je pense pas que nous, on pourra voter. Très Comment bien. tu l'as glissée celle-là? On a dit qu'on parlait pas de politique, mais on a le droit de parler Ah, c'est plus fort que toi, de t'as taux pas pu t'empêcher. d'abstention et de niveau de vote, hein. Mais bon, je pense que je suis démasqué Oh bah oui. par les temps qui courent. Allez, on va arrêter là. Je vais fermer le sondage et on partage les résultats. Donc, le site d'Arnaud Frisch fête ses 16 ans. Quelle est ta réponse? Eh oui, cette année, C'est ouais. 2004. c'est exact, J'ai hein. commencé à montrer mes photos et à présenter mes tutoriels en 2004 déjà. Et ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Oh, Euh, moins, mais ça fait un moment qu'on se connaît, cher ami, ça fait un moment. mais on s'était mis d'accord parce que les gens ne savent pas forcément ce qu'on a fait. C'est que tous les ans, on passe au moins 2 demi-journées à mettre à jour toutes les parties gestion de la couleur du site d'Arnaud avec des informations qu'on recoupe Actualisé, ouais, actualisé. jusqu'à trouver des éléments factuels, hein, c'est évident. Et après, toi, tu marques ce qui te plaît, hein, mais on fait comme ça une mise à jour presque tous les ans pendant l'été du site d'Arnaud. Graphic Réseau fête ses 30 ans. 87% disent que c'est le cas. À ton avis, Ouais, Arnaud? ça. Bah oui, surtout que c'est aujourd'hui, donc il faut absolument qu'on en reparle un petit peu avant les questions-réponses. Parce que C'est si aujourd'hui. vraiment, je sais qu'il y a des gens qui ont regardé ce webinaire et qui se posent la question donc de choisir un écran. Là, il y a des prix défiant toute concurrence, il y a des ventes flash uniquement jusqu'à minuit ce soir. Il faut absolument qu'on en reparle parce que c'est une opportunité d'acheter un écran ColorEdge jusqu'à minuit ce soir, donc à des prix que moi, personnellement, je n'ai pas vu depuis très très longtemps. Voilà. Donc, un graphique réseau casse les prix sur les écrans ColorEdge aujourd'hui. Donc, les 30 ans, il est fait sur à peu près un mois. Donc, il va y avoir une opération tous les jours. Mais alors, vraiment, s'il y a une journée où il ne faut pas louper pour acheter un écran ISO, à mon avis, c'est aujourd'hui. Donc, je suis ravi de faire un clin d'œil avec eux parce que tout le monde sait, pour ceux qui suivent mon site, que j'ai un partenariat avec eux, donc principe d'affiliation, avec Amazon, avec vraiment de nombreux partenaires. Eux, vraiment, ils jouent le jeu. C'est des gens absolument adorables qui me prêtent régulièrement des écrans pour les tester, qui me laissent carte blanche au niveau de ma prose. J'écris absolument ce que je veux. C'est très chouette de travailler avec des partenaires comme ça. Donc, je suis ravi aujourd'hui, là, ce soir, de pouvoir leur faire un clin d'œil. Et puis, si vous avez envie effectivement d'acheter un écran ISO ColorEdge, voilà, je pense que c'est la bonne journée pour le faire. Voilà. Ils vont souffler leurs 30 candélas. Leur fait en prendre une candela, exactement. Oh, plus personne ne va rien voir. Vivement les 100 ans. Là, on verra quelque chose, parce que là, franchement, quand 30 candélas, Voilà. ça fait quand même pas loin, hein. Alors, Arnaud Frisch fête ses 35 ans. 5% des Et personnes vous pensent êtes que c'est adorables. Il y juste. a 5% des gens que j'adore dans cette communauté de gens qui nous écoutent ce soir. Vous êtes adorables. J'espère que c'est des nanas. Vraiment, j'espère. J'aurais un petit peu Eizo plus. Nanao, donc Corporation, donc Eizo fête ses 52 ans. 23% Ouais, pensent que c'est vrai. C'est vrai. Donc ouais. la société existe Moi, j'ai depuis presque le même âge, un petit peu plus 1968. jeune. En mars 1968, juste avant mai 68, EIZO s'est créé. Et X-Rite fête ses 62 ans, c'est le cas. Donc 1958, création de X-Rite, qui n'était pas encore une société cotée et qui n'avait qu'un seul produit à l'époque. On en est bien loin maintenant. Donc voilà, c'est des gens qui, on l'espère, vont continuer à accompagner, hein, pour EIZO comme pour X-Rite, les photographes et les graphistes, hein, puisque ces deux métiers, ils ont un intérêt quand même à avoir des couleurs un peu précises, ça peut leur être utile Mm. Et c'est longtemps. marrant, hein, les deux marques sont associées à de la qualité, mais on ne connaît pas bien leur histoire. Mm, oui, c'est possible. Et après,
Peut-être qu'il n'était pas tout de suite présent en France, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, je vais masquer ce sondage. Merci d'y avoir participé. On te retrouve. Et avant que tu lances la partie, question-réponse, je dirais, à proprement parler, de questions-réponses, je vais peut-être préciser les offres spéciales autour de 3 références qui sont en ce moment chez Graphic Réseau dans le cadre de leur anniversaire. Ce qui est intéressant, je vais vous envoyer de toute façon, suite à ce webinaire, un message pour vous remercier avec des liens spécifiques qui vont sur le site Graphic Réseau. Pour l'écran, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, c'est valable jusqu'aujourd'hui minuit, mais ouais. j'ai des codes X-Rite qui sont utilisables jusque dimanche. Pour les 2 références X-Rite dont on va parler, donc vous aurez un code spécial qui vous permet de les acheter maintenant ou jusque dimanche, et cette offre, elle sera valable. Et vous verrez que c'est assez intéressant puisque c'est des prix qu'on ne voit pas. Typiquement, c'est le genre de prix que vous auriez eu en prix spécial promo au Salon de la Photo. Voilà. Donc, pour vous remercier de annulé cette participer. année, Et ouais. avec l'anniversaire de Graphic Réseau, c'est ça qu'on a mis en place. Donc, je vais partager mon écran si j'y arrive. Mais pour ça, je crois qu'il faut que je te pique la présentation, Arnaud. La vedette, ouais. Donc, je vais me remettre en présentateur. Voilà. Oh, bah, je vais leur dire, moi je connais les prix. C'est très intéressant en effet. Donc, est-ce que tu le vois là? Ouais, très bien, ouais. Très très bien. Donc, sur X-Rite, l'iOne Display Pro, et ça, dans les questions-réponses, tu vas expliquer la différence. Donc, l'iOne Display Pro, c'est la sonde la plus vendue au monde, et on la trouve chez les photographes, on la trouve aussi dans des laboratoires de recherche, parce que vous vous doutez bien que des gens qui seraient dans le médical ou dans le spatial, c'est important aussi pour eux la précision des couleurs. Ils utilisent ces produits-là. Alors que par ailleurs, ils ont des instruments de mesure qui peuvent valoir des centaines de milliers d'euros, pour pas dire plus. Donc, au lieu de 249, qui est le prix normal, elle va être à 199 euros TTC, prix vraiment spécial, uniquement entre aujourd'hui et dimanche. L'iOne Display Pro Plus, qui est donc la version plus puissante, dont tu vas nous dire 2 mots, au lieu de 300 euros, elle est à 249 euros TTC, c'est-à-dire c'est le prix de l'iOne Display Pro normal, vous avez une iOne Display Pro Plus. Et si vous voulez l'iOne Display Pro parce que vous considérez que ça vous suffit, allez en dessous de 200 euros TTC. Une question que plusieurs personnes m'ont posée encore aujourd'hui, là, dans ce webinaire, le nombre de licences logicielles est-il limité? La réponse est sur le site web X-Rite dit que c'est prévu pour 4 ordinateurs. Moi, ça fait quand même 15 ans que je travaille avec X-Rite, il n'y a jamais eu de blocage. Donc, vous pouvez, je vous le dis, vous pouvez l'installer autant de fois que vous voulez. Moi, sur certaines des sondes que j'utilise, je les ai installées sur plus d'une centaine d'ordinateurs. Ça fonctionne, il n'y a pas de blocage logiciel. Donc, il n'y a pas de limite du nombre d'installations. Par contre, à chaque fois que vous voudrez calibrer, il faut que la sonde elle soit branchée sur le port USB, sinon vous ne pourrez pas calibrer. Vous ne pouvez pas calibrer juste avec le logiciel, quoi, c'est tout. Donc c'est une sorte de détrompeur naturel, si vous voulez, la sonde, mais c'est pas limité au nombre d'installations. Et ça, c'est hyper important dans le cadre d'un club photo ou de quelqu'un qui piloterait un parc informatique. Si vous êtes dans une agence de com, une agence photo, chez SIPA par exemple, s'ils veulent calibrer les écrans, ils en ont plus qu'un. Donc avoir une sonde, c'est intéressant. Et puis sur l'écran ISO, le fameux écran dont on a parlé aujourd'hui. Celui qu'Arnaud vient de vous montrer, il est à 1599 et là, vous pouvez le toucher à 1359 euros TTC. Alors là, je ne crois pas que le prix ce soit jusque dimanche, par contre, pour le coup. Donc le 16, 27, 40. À mon avis, c'est jusqu'à ce soir. Je crois que c'est jusqu'à ce soir. Et il y a toute une gamme d'offres sur réseau. Je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez y accéder. Oui, le CS 2420, l'entrée de gamme en 24 pouces, entre guillemets entrée de gamme chez ColorEdge, donc sans sonde intégrée, le 2420, il est à 619 euros jusqu'à ce soir, à la place de 675 par exemple. Et de l'autre côté de l'échelle, le fameux 319X,
Donc là, le ColorEdge CG, donc avec son intégré, toutes les certifications et tout, donc le NEC Plus Ultra chez ColorEdge, donc à l'opposé de la gamme, normalement à 4 400 €, et là il est à 3 899 jusqu'à ce soir minuit. Ça fait vraiment une très très belle économie sur l'écran de référence auquel j'ai mis, en m'amusant un petit peu, mais pas que, j'ai mis 11 sur 10 sur mon test parce que j'ai jamais vu un écran pareil, quoi. Voilà. D'accord. En plus, il y a malheureusement pour vous comme pour nous des chances que parfois on soit obligé de rester chez nous si on est dans une grande ville. Donc avoir un bon écran pour retoucher ses photos, c'est pas une mauvaise occupation. On ne sait jamais ce qui nous pend au nez. Alors, je vais sortir de ça et je vais te Voilà, redonner et vous avez tous les, je répète, vous avez tous les tests de tous les écrans ColorEdge, bientôt NEC, plein d'écrans Dell Ultra Sharp, Asus. Afficher mon écran. Non, tac. Arrêtez de montrer mon écran. Voilà. Voilà. On te Vous voit, hein, avez tous les tests et donc la possibilité, avec tous les prix, d'aller chez Graphic Réseau. Et donc là, je me fais un petit coup de pub. Mon site internet, depuis 16 ans, est gratuit et sans pub, sans bandeau publicitaire dans tous les sens. Vous n'avez pas besoin d'enlever des cookies quand vous allez sur mon site. Je n'ai aucun partenariat. Évidemment, ce n'est pas ça qui me fait gagner ma vie, donc c'est l'affiliation. Je suis très clair dessus sur le principe de l'affiliation et comment mon site est financé. Donc, quand vous passez par mon site pour aller chez mes partenaires, donc Graphic Réseau, je touche un petit pourcentage sur cette vente-là et c'est comme ça que je finance mon site depuis 16 ans maintenant et c'est pour ça qu'il est gratuit. Voilà, je me suis fait un petit coup de pub. D'accord, pas de souci. On avait une question autour de, tu sais, tout ce qui serait bien pour avoir un bon tirage, et tu as parlé de la lampe. Si tu peux juste la montrer, juste pour montrer Voilà, je vais la remontrer. qu'elle Donc, est elle est branchée pratique sur le en courant. Vous volume. voyez, c'est vraiment très petit. Vous voyez, Ça peut se ranger donc dans un sac à dos. vraiment sans aucun problème. Un petit cordon d'alimentation avec un petit bloc d'alimentation au bout. Donc vous avez donc votre lampe LED. Alors c'est très bien parce que c'est le nouveau revêtement de la Graphilight 2, vraiment nettement mieux étudié que le 1 qui faisait beaucoup de reflets sur les tirages glossy. Là, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est un des premiers avantages. Et donc, bon, quelques informations, bon, pourquoi pas, mais surtout donc ce bouton qui vous permet de choisir 3 niveaux de luminance et 3 niveaux de température de couleur en cliquant à chaque fois différemment. Donc voilà, moi j'aime beaucoup. C'est vendu avec un petit support gris neutre, toujours pareil pour mettre éventuellement sous un tirage de petite taille. À mon avis, on peut éclairer ça sans aucun problème jusqu'à un tirage A3. Si on devait éclairer Non. un tirage de Là, on plus peut grande faire taille, tourner un A3. Un A3, tu présentes une tu peux, partie, voilà. tu peux présenter l'autre. Mais vu le prix, alors c'est pareil, 80 €, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Étant donné que je sais qu'une cabine de contrôle, ça peut valoir au moins 600 €, voire plus, ça peut coûter une vraie fortune avec un éclairage là parfaitement normalisé. Donc là, c'est vraiment le NEC plus ultra. Mais ça coûte tellement cher et c'est tellement encombrant qu'avec une petite lampe comme ça qui vaut 82 € et quelques, donc c'était vraiment, je pense que même si on devait s'en acheter deux pour pouvoir éclairer un tirage A2, ça me semble pas encore, j'ai pas l'impression d'être un pouce au crime et de vous inciter, tout ça pour toucher ma petite com, à vous inciter à faire l'irréparable et à mettre votre ménage en péril. Très honnêtement, je suis même plutôt content de voir qu'un produit pour moi pas trop cher, donc compte tenu du marché de l'éclairage normalisé, c'est vraiment chouette d'avoir ce type d'éclairage-là, pour moi, à bon marché. Alors, elle n'est pas proposée, entre guillemets, pour remplacer, si tu veux, une cabine juste Normlicht. Mais c'est vrai que cette lampe, à ce budget-là, elle a un IRC de 95. Pour ceux qui connaissent, c'est Oui, quand ça même aussi, assez oui, très bien, très important, oui, tu as impressionnant. raison. C'est-à-dire que l'indice de rendu des couleurs, elle reprend et elle reproduit à 95% la lumière du soleil, hein, suivant les différentes Voilà. longueurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans le Voilà, détail. je l'ai contrôlé, et Mais un Anglais aussi l'avait contrôlé, et oui, effectivement, il y a un très très bel IRC. oui, il y a un article aussi dans Le Monde de la photo, il y a d'autres choses qui sont en train de sortir, parce que c'est un bon petit complément d'équipement qui a un budget finalement raisonnable. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, question. Color Navigator, quelle est la dernière version et pourquoi certains disent la dernière version ne fonctionnerait pas sous Catalina? Ah bah moi je suis sous Catalina et j'ai installé la dernière version 7.1 qui 7.1, voilà.
7.1, oui, voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, quand vous allez sur le site Color Navigator, sur la page Color Navigator, on vous présente la 7.0.6. Et quand vous cliquez sur la petite icône, ça vous amène sur une nouvelle page où là, on peut bien télécharger la dernière version 7.1. Donc fondamentalement, les menus ont été disposés autrement, mais les outils sont les mêmes, il n'y a pas de nouveauté importante. Donc en tout cas, pour un usage tel que je vous l'ai montré, c'est juste une question de présentation entre la 7.0.6, machin, et la 7.1. Et Mais ça avec la fonctionne donc sous Catalina. Moi, 7.1, je ça suis fonctionne sous avec Catalina. 15.6. J'ai pas mis la .7, la toute dernière là. J'attends la prochaine version Big Sur. Big Sur. Je suis nul en anglais, mais je suis nul. Et du coup, ça fonctionne parfaitement. Ah, j'ai les gens de Graphique Réseau qui nous rajoutent pour notre anniversaire, pour, pour fêter nos 30 ans, la lampe Graphilight qu'on vient de vous montrer, elle sera aussi en offre spéciale. J'ai pas le prix, mais si jamais elle vous tente, ils font aussi une offre Dans quelques spéciale jours, pendant oui. Dans quelques quelques jours. jours. Dans quelques jours, Et elle c'est vrai sera. qu'il y a Ouais, ouais. beaucoup de professionnels l'ont repéré comme un petit truc sympa. On revient sur Color Navigator. Donc, et c'est vrai, Arnaud, que beaucoup d'utilisateurs nous disent que quand ils vont sur le site, s'ils font pas gaffe, ils chargent pas forcément la toute dernière version. Je sais pas, il y a peut-être des pages où elle n'est pas toujours bien présentée ou mise en avant la dernière version, et Ah du coup, bah ils ça, n'ont on pas est toujours bien la d'accord. On est bien d'accord. compatibilité. Donc, faites un petit peu prenez des précautions, vérifiez bien que vous téléchargez la dernière version. Donc, à aujourd'hui 7.1, mais si bien dans 2 semaines, ce sera encore une autre Cela version. dit, si tu mets la 7.0, moi ce que j'avais il y a encore quelques jours, quand tu vas dans la partie mise à jour, ils m'ont proposé la 7.1. Donc c'est pas très grave, tu peux télécharger la 7.06 si tu ne trouves pas la 7.1 et le Ouais, logiciel te proposera de basculer en 7.1. d'accord. Là, j'ai quelqu'un qui a un CG 277. Il n'y a pas de Hmm. limitation. Non, 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 Ça c'est marchera. bon. C'est bon. Bah oui, Il c'est y ce a des qui me semblait. limitations, mais sur des écrans en color beaucoup plus anciens. Oui, Ah bah, 277, il doit vraiment être heureux parce que ça, c'est le premier écran qui m'avait marqué quand je l'avais testé. Donc maintenant, évidemment, il a été remplacé par des écrans qui sont plus contrastés, notamment, mais en termes de précision des couleurs, moi, j'avais été vraiment très impressionné par cet écran et qui donc fonctionne très bien avec le Color Navigator 7.1. tu peux prendre la sonde. Deux questions de comparaison. Donc, la comparaison entre une iOne Display Pro, normale, et une Display Pro Plus. Qu'est-ce que tu peux nous Essentiellement, en un dire? point qui peut ne pas être utile aujourd'hui, mais demain, c'est la sensibilité du capteur aux hautes luminances. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'écrans qui montent à 400 candela au mètre carré, notamment pour la retouche photo, mais notamment pour le monde de la vidéo. Et donc, il y a de plus en plus d'écrans qui deviennent plus polyvalents, qui permettent un usage photo et un usage vidéo, où là, on a besoin parfois de luminance beaucoup plus élevée. Quand j'ai testé le dernier écran Apple XDR, Apple Display XDR Pro, il peut monter à plus de 2000 candela au mètre carré. Or, la Plus i1 Display Pro Plus peut monter à 2000 candela au mètre carré, donc est capable de mesurer l'écran si vous utilisez le processus qui vous demande de régler l'écran au maximum puis au minimum pour comprendre à quel écran elle a affaire. Cette sonde est capable de le faire, pas l'i1 Display Pro classique qui ne monte allez, on va dire jusqu'à 1000 candela au mètre carré, donc elle sera parfaite pour les écrans d'aujourd'hui. Si on ne prend pas les écrans, donc Apple, certains écrans NEC, certains écrans Dell, certains écrans Asus, j'ai mesuré des écrans Asus avec des très très forts niveaux de luminance. Donc si on veut une sonde qui est très bonne aujourd'hui et qui sera encore très bonne demain, surtout que c'est une sonde qui dure vraiment longtemps, je sais bien qu'il y a des gens qui peuvent avoir un petit problème avec le câble parce qu'on tire dessus, qui peuvent. Mais c'est vrai, moi j'ai ma sonde, l'autre que j'utilise, l'i1 Display Pro, je l'utilise depuis 2011. C'est toujours l'exemplaire que tu m'avais donné d'ailleurs, Hervé, Oui. pour la découvrir, pour l'essayer. C'est toujours l'exemplaire que je peux encore utiliser pour le réglage de certains écrans. Donc aujourd'hui, je passe de l'un à l'autre, ça ne change pas grand-chose. Je ne vois pas la différence quand j'utilise aujourd'hui, sauf donc pour calibrer des écrans très haut de gamme. Donc, si vous n'avez pas aujourd'hui, pas indispensable, mais demain, qui sait. Voilà.
L'écart de prix étant autour de... Même pas 50 euros, oui, c'est ça. C'est ça. Oh, si, autour de 50 euros. C'est à vous de décider. On ne l'a pas caché. L'iOne Display Pro Plus, c'est la plus vendue au monde de toutes les sondes, hein, toutes marques confondues pour le calibrage écran. Essentiellement sous la marque X-Rite, mais parfois on la trouve sous d'autres noms. Oui, oui, elle est déclinée où on la reconnaît. Ouais. Les connaisseurs la reconnaissent. Et l'iOne Display Pro Plus, c'est une évolution qui est optimisée et qui tire parti en fait de tout ce qui est réglage optimal pour les écrans HD et HDR ultra lumineux. Et ce sont des écrans effectivement qui sont en train de sortir finalement depuis 1 an, 2 ans maximum pour quelques modèles. 1 an, ouais, 1 an. 1 an surtout, hein, en France. Oui, c'est une grosse année, ouais. Là, mais là, c'est flagrant, flagrant. Et donc pour Ça ces bouge, hein. écrans-là, on aura un calage et du coup une meilleure gestion des noirs et des couleurs très claires sur ces écrans-là. Hein, ça va jouer sur la profondeur dans les très hautes et dans les très basses lumières. Alors là, c'est l'occasion, un tout petit point. Si vous avez un spectrophotomètre, donc qui peut permettre de calibrer l'ensemble de la chaîne graphique, attention justement, là c'est très très clair. L'iOne Display Pro, pourquoi moi je la conseille pour calibrer des écrans? Parce qu'elle est beaucoup plus sensible finement dans les très basses lumières. Or maintenant, on a de plus en plus d'écrans qui affichent des contrastes importants. Qui dit contraste important dit un niveau de noir vraiment très bas, même si on n'utilise pas des technologies OLED. Il y a les nouveaux écrans, voilà, comme celui-ci, on est à des 0,07, 0,8 candela au mètre carré au niveau de noir le plus bas. Et bien très clairement, avec le spectro, on sent qu'on a une espèce de plafond vers 0,15 candela au mètre carré. Donc quand on a des écrans plus sombres, c'est le spectro, donc très bon pour calibrer la précision des couleurs au-dessus, mais pas forcément aussi bon qu'un vrai colorimètre pour calibrer des écrans qui sont de plus en plus lumineux donc et aussi de plus en plus sombres. Ouais. Plusieurs questions justement sur l'iOne Studio, qui est un spectrophotomètre. Voilà, Donc, qui le permet fameux. de calibrer les écrans aussi, mais, et ça, c'est pas l'objet de ce webinaire, donc je sais qu'il y a plusieurs questions sur quel réglage faut faire pour avoir des bons tirages au niveau des profils d'impression. Ça, moi, je vous invite à revisiter, et je vous mettrai le lien pour les précédents webinaires. On en avait fait un avec Arnaud autour des imprimantes Epson P700 en juin, juillet. Tout à fait. Donc vous pourrez le regarder et vous verrez plus d'informations sur l'iOne Studio et la création de profils d'impression. Sachant que autant on calibre un écran, c'est-à-dire que le profil il est stocké, on en a parlé dans l'écran ou dans le disque dur de votre ordinateur, autant on ne calibre pas une imprimante, mais on crée un profil d'impression qui correspond en fait au couple imprimante et papier. Et papier. Et encre. Ah Et oui, c'est encre. très important. Et encre, parce que des fois, on peut mettre des encres non propriétaires. Voilà, donc ça peut être le trio, mais là, on va rentrer dans des Donc voilà, considérations. c'est vraiment important. Les spectros, oui, ils peuvent tout calibrer, mais attention, pas n'importe quel type d'écran. Les anciens écrans avec peu de contraste, sans aucun problème, marchent très très bien. En revanche, avec les écrans de nouvelle génération qui arrivent, donc plus lumineux et également plus sombres, avec des noirs plus sombres, eh Oui. bien là, on voit qu'on est aux limites. Je vous dis, à 0,15 candela au mètre carré, on est aux limites. Et donc ça, c'est les écrans de l'ancienne génération pour les Color Edge, par exemple, ou bien pour des écrans oui, qui ne sont pas vraiment polyvalents. Mais réellement, les écrans sont de plus en plus lumineux et ont des noirs de plus en plus profonds. Donc attention, le spectro, ça commence à être un limite obsolète et il va vraiment falloir basculer au colorimètre plus spectro quand on veut calibrer toute sa chaîne graphique. On n'aura pas la même polyvalence qu'on a eue pendant un certain temps. Voilà, il y a des nouveaux spectros dans les tuyaux, mais ils ne vont pas forcément là-dessus. Pour les écrans effectivement ultra lumineux et qui ont donc cette dynamique très importante entre les très clairs et les très noirs, c'est pour cette raison qu'est sorti l'iOne Display Pro Plus pour traiter ces situations-là et pour pouvoir tirer parti pleinement de ces écrans qui sont un peu hors du commun. Je veux dire, il y a quelques années, il n'y en avait tout simplement pas. Donc, si jamais votre budget vous le permet, peut-être effectivement la s'orienter sur l'iOne Display Pro Plus si vous pensez dans les 2 prochaines années aller sur des écrans ultra lumineux. Si vous êtes un peu L'autre monteur comparaison. vidéo, donc vous cherchez un peu de polyvalence, là pour moi il n'y a même pas à hésiter. Autant si vraiment vous savez que vous allez faire que des tirages jusqu'à la fin de vos jours, parce que c'est vraiment des sondes qui sont vraiment très fiables, bon, on peut hésiter. Mais réellement, si vous cherchez un peu de polyvalence, et il y a de plus en plus de photographes
à qui on demande de faire des vidéos, de faire des montages vidéo. Il y a de plus en plus de photographes qui sont obligés de laisser tomber une partie de leur activité économique qu'avec la prise de vue, mais qui sont obligés de basculer vers la vidéo. Donc, ça veut dire écran qui va avec. Et donc là, ça me paraît plus judicieux d'aller vers la plus. Très bien. Une question qu'on n'a pas abordée, mais qui me paraît tout à fait judicieuse dans le cadre de ce webinaire. Quel est l'avantage de travailler dans un écran au format 27 pouces par rapport à un 24 pouces? Ou est-ce qu'il y a des inconvénients? Alors, hormis ce que j'ai dit tout à l'heure, la taille des textes, il y a un énorme avantage entre un 27 et un 24 pouces quand on travaille. Alors, soit vous travaillez qu'avec un seul écran. L'énorme avantage, c'est que vous allez pouvoir ouvrir 2 colonnes d'outils dans Photoshop, tout en laissant un emplacement pour la photo qui sera exactement celui que vous auriez sur un 24 pouces. Donc, sur un 24 pouces, si vous ouvrez 2 colonnes d'outils pour travailler plus rapidement, bah là, vous avez trop peu de place pour travailler sur votre photo. Donc, moi, j'ai fait le choix d'un 24 pouces plus un autre 24 pouces sur lequel je mets mes palettes. Donc, tout mon 24 pouces est dédié à mon image. Sur un 27 pouces, avec un seul écran, on a donc la même place physiquement en nombre de pixels qu'on a sur un 24 pouces, tout en ayant 2 colonnes d'outils. Donc là, c'est vraiment très pratique. Moi, j'aime pas du tout être obligé d'aller ouvrir la palette dont j'ai besoin. J'aime bien que tout soit ouvert. Donc là, c'est vraiment extrêmement confortable pour travailler sur un 27 pouces quand on a donc un seul écran. C'est également plus joli éventuellement si on a 2 écrans, vraiment ça fait un petit peu plus de place. Donc si on accepte uniquement les menus un peu plus petits, un affichage un peu plus petit, moi ce qui me gêne à la distance à laquelle mon écran est, et sinon, il y a un autre cas d'usage où réellement un 27 pouces est un vrai avantage, c'est avec Lightroom. Alors, il y a de plus en plus de photographes qui utilisent Lightroom pour éditer leurs photos et l'interface de Lightroom est tellement plus naturelle sur un 27 pouces, où on a donc les 2 colonnes d'outils à droite et à gauche, on a de la place pour mettre son image et ses vignettes en bas. Donc, un 27 pouces, quand on utilise Lightroom, c'est franchement plus agréable qu'un 24 pouces. Ok. Bah, typiquement, entre un 24 et un 27 pouces, en termes de surface d'affichage, le 27 pouces n'est que à peu près 1 cm plus haut. C'est à peine plus haut. Par contre, vous avez bien 4 cm de plus en largeur. Et donc, typiquement, on peut mettre une barre d'outils en plus. Ça, c'est tout à fait simple. Un 24 pouces. Hein, c'est 2560 pixels. Une colonne, c'est 250 pixels. On va dire 500 pixels pour 2 colonnes d'outils. Or, un Full HD, c'est 1920. Vous voyez, vous avez 600 pixels qui sont réservés potentiellement à vos outils. Donc, on peut potentiellement mettre 2 colonnes d'outils. Alors, si vous n'en mettez qu'une, évidemment, là, vous avez encore plus de place pour travailler, pour voir, pour visualiser votre photo. Parfait. 2 questions sur des modèles. Donc, pour moi, ce sont des Color Edge. Est-ce que pour toi, ils marchent avec la dernière version de Color Navigator? Ce serait le CG243W. Bah, à ma connaissance, il devrait fonctionner. Il faut voir sur le site. Là, très honnêtement, j'ai pas en. Moi, j'ai vu tout à l'heure, il y a toute la liste. Alors, vous me posez la question, ESO France, hein, n'hésitez pas. Et une autre personne, le CS2420, mais est-ce que le CS2420, c'est un Color Edge, Arnaud? Bah, bien sûr. Ah, puis j'adore. Donc normalement, il devrait fonctionner avec Allez, Color le Navigator. CS2420, il y a zéro problème. C'est un superbe écran pour faire de la retouche photo. Évidemment, il manque un peu de contraste pour faire de la retouche purement vidéo, mais pour faire de la retouche photo, c'est fantastique. Alors là, pour le coup, aucun grain sur l'écran. Moi, c'est vraiment un écran que j'adore. Et si on veut un peu plus de contraste, il faut prendre la gamme CG qui est au-dessus, qui n'a pas la même dalle. Pas de grain non plus sur l'écran, c'est absolument sublime, et un contraste qui est pratiquement doublé par rapport au CS, et avec en plus une sonde intégrée. Mais vraiment 2 très beaux écrans. Là, je ne vois pas dans la liste, je regarde vite fait pour le 243, visiblement, il n'a pas l'air d'être soutenu par la 7.1. Non, visiblement, il y aura un petit. C'est à confirmer, mais a priori, je ne vois pas le 243W. C'est vraiment ancien, quoi. Très bien. Des fois, on me pose la question sur des marchés d'occasion, mais vraiment les anciens écrans, il y a énormément de progrès qui ont été faits à partir de la génération CS 240, 270 et autres. Là, on parle d'un écran qui est encore plus ancien. Réellement,
posez-vous la question, même s'ils n'ont pas trop marché et autres, il y a énormément de progrès. C'est pareil, là aussi, je ne suis pas un dingue de toujours pousser les gens à acheter le dernier truc. Loin de là, j'habite à la campagne, c'est pas juste pour les étoiles, c'est aussi pour une qualité de vie. Donc, je ne suis pas un pouce au crime en termes de surconsommation, mais réellement, les écrans ont fait énormément de progrès depuis 2-3 ans. Et même s'ils n'ont pas beaucoup fonctionné, les écrans de cette génération-là, ouais, ouais, voilà. Vous savez ce que j'en pense. Très bien. 32 pouces par rapport à un 27 pouces, est-ce que c'est intéressant si on utilise essentiellement Photoshop et Lightroom? C'est plus grand. En fait, on va dire, c'est comme un 27 pouces, mais avec un effet loupe. Donc, si vous mettez votre écran un petit peu plus loin, en fait, il y a un moment où vous pourriez mettre un 27 pouces 4K et un 32 pouces 4K, mais légèrement plus loin. Eh bien, en fait, vous auriez la même image. Parce qu'au final, ils ont 4K dans les deux cas, donc 3840 pixels. Les 32 pouces sont un petit peu plus, 4000. Mais grâce à l'astuce logicielle qui permet d'agrandir les menus, sinon ils seraient illisibles, du coup, en fait, on se retrouve avec 27 pouces ou 32 pouces, avec en gros la même surface d'affichage en pratique, un peu comme si on avait du 2560 pixels. Les pixels réellement sont plus petits, donc ils sont invisibles. Donc là où avant, il y avait un pixel pour afficher la pointe du T, là maintenant, vous en avez 4. Donc c'est encore plus précis, c'est encore plus beau, effectivement, quand on n'agrandit pas l'image. Mais réellement, moi, j'ai envie de vous dire, ça va grossir un petit peu plus l'image, donc les menus, plus facile à lire. Donc tout va dépendre aussi de la place que vous avez sur votre écran. Souvent, quand les marques nous montrent des batteries d'écran pour des monteurs vidéo, par exemple, comme par hasard, on est dans des très belles salles, sur des bureaux qui sont assez profonds. Donc, le 32 pouces est mis relativement loin. Et heureusement qu'on est en 32 pouces. J'ai même testé un 43 pouces chez Dell. Donc, évidemment, c'est extrêmement impressionnant, mais le nombre de pixels est toujours le même. Donc, ça permet de mettre l'écran plus loin pour que plus de personnes puissent le voir avec le même confort. Donc, voilà, moi, j'ai envie de vous dire, c'est plus un effet loupe et puis un effet place que vous avez sur votre bureau et profondeur que vous pouvez attribuer pour placer votre écran. Mais en termes de nombre de pixels, c'est toujours le même. Parfait. Peut-être une précision que je rajouterais, le 32 pouces ou justement les écrans 4K très récents, de par leur construction, nécessitent quand même d'avoir un ordinateur relativement récent. Si vous avez une vieille carte graphique, elle risque de peiner un peu, vous pouvez avoir un peu de lag, pas pour tout, mais certaines fonctions dans Photoshop. Donc, si vous envisagez d'aller sur des écrans de ce type-là, de cette génération, c'est Ultra, quand ouais, même 4K, une précaution à Ultra avoir. HD. Vérifiez quand même que vous avez un ordi suffisamment récent et une carte graphique qui va suivre Et le les câble, le câble, le et la câble, connectique, la bien connectique. sûr. Ouais, Parce que ouais, si bien vous sûr. aviez vous aviez une vieille carte avec un vieux câble HDMI et vous vous dites, oh, j'ai pas envie de repasser mon câble, c'est pratique et tout, je vais le remettre en HDMI pour que ça soit plus simple. Si votre câble qui a les mêmes embouts n'a pas à l'intérieur le bon tuyau, donc un goulot d'étranglement, eh bien vous allez être peut-être limité à 30 Hz sur votre écran 4K et du coup, votre souris, les mouvements de votre souris vont être saccadés. Tout ça, ça sera dû également aussi à cause de votre câble. Donc oui, passer à la 4K aujourd'hui, c'est pas que des avantages et il ne faut pas oublier que ça coûte un petit peu plus cher et plus cher aussi, effectivement, je suis d'accord avec toi Hervé, carte graphique et connectique. Oui, parce que c'est tout un système. Il faut que ce soit compatible avec votre environnement informatique. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Donc, on préfère vous prévenir pour pas que vous soyez déçus. Mais tous ces écrans 24 pouces, pour vous donner une idée, c'est comme un A3+. Donc, vous allez avoir plein pot à 100% de taille. Vous pouvez simuler sur un écran 24 pouces la sortie d'un tirage A3 plus la zone qui est autour. C'est ce qu'on appelle un A3+. Le 27 pouces, vous avez le gain d'avoir donc une ou deux barres d'outils en plus sur la droite, ce qui est quand même assez sympa. Et puis, il faut savoir qu'un 27 pouces, c'est un format qui est plus proche de la vision humaine. La vision humaine, elle est plus sur la droite et la gauche que de haut en bas. On passe pas son temps à regarder au-dessus et en bas. Donc, le 27 pouces, en termes d'ergonomie, a tendance à être meilleur. Ce qu'on voit, c'est que les photographes qui passent sur un 32 pouces, aujourd'hui, donc ils bénéficient de plus de surface d'affichage,
C'est très important si vous faites de temps en temps du montage vidéo Physiquement, ou si vous faites beaucoup de travail complexe en photo, hein, si vous faites des blending, des choses comme ça peut être intéressant, des stacking et autres. Mais sinon, les photographes qui font juste de la retouche, en fait, ils ont tendance à se reculer un tout petit peu. Donc, le bénéfice n'est pas forcément automatique. Par contre, dès qu'on veut présenter quelque chose, c'est super. c'est impressionnant. Euh, C'est impressionnant. et c'est un confort, on s'y habitue aussi. Sachant que tous ces écrans, 24, 27 ou 32, chez ISO comme chez BenQ par exemple, il y en a pas mal qui pivotent. Et donc, si de temps en temps vous travaillez en format portrait, ce n'est pas le cas de tout le monde, vous pouvez aussi simuler à l'écran, par exemple, ce qu'on appelle un kakemono ou une bannière pop-up pour voir comment la photo peut-être que vous avez prise, elle va présenter sur une affiche en format vertical ou une affiche pour une expo. Ça peut être assez intéressant. Donc, le format de l'écran, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. On va terminer peut-être là-dessus. Ah, une dernière Dernière question. précision, une toute Vas-y. dernière précision sur les 32 pouces. Si vous ne pouvez pas le reculer au minimum, attention, c'est vraiment très grand. Et un autre point que j'ai relevé, donc, qui gênera moins les jeunes que les moins jeunes, c'est l'adaptation oculaire. L'écran commence vraiment à être grand. Et entre la mise au point qu'on va faire au centre de l'écran, s'il est très près de nous, hein, Oui. et les coins, et par exemple, quand on développe une image dans Camera Raw, on a l'image au milieu, mais on a tous les outils qui sont complètement à droite, voire en haut à droite pour l'onglet réglage. Eh bien, l'air de rien, on voit bien que l'œil passe son temps à refaire la mise au point. L'écran commence à avoir une très grande surface. Donc, un 27 pouces, là, je suis totalement d'accord avec toi, Hervé. C'est beaucoup, d'un point de vue ergonomique, ça me paraît beaucoup plus raisonnable. 32 pouces, j'ai envie de vous dire, on va le reculer un petit peu plus parce qu'on a de la place, il va y avoir l'effet loupe, et là, du coup, comme l'écran est un petit peu plus loin, on aura moins cet effet d'adaptation de la mise au point de l'œil qui peut gêner certaines personnes. Là encore, c'est évidemment conditionné à chacun. Mais dans certaines applications, hein, on expliquait, si vous faites de la vidéo, vous avez plusieurs fenêtres, des fenêtres de contrôle qui peuvent s'afficher. Parfois, c'est intéressant d'avoir un 32 pouces. N'oubliez pas non plus que ces écrans qu'on vient de vous montrer, ils peuvent s'installer en plus de ce que vous avez déjà. Vous avez peut-être un ordinateur portable, rajoutez un 27 pouces, vous allez peut-être garder sur votre ordinateur portable qu'on vous conseille de calibrer, juste vos réseaux Les palettes. sociaux et faire votre travail de retouche photo aux petits oignons sur vos plus belles photos que vous avez prises le week-end dernier sur le 27 pouces. Et donc d'avoir un système en double écran, c'est quelque chose de très utile, mais ça fait des années. Toi, tu t'es passé sur du double et parfois du triple écran. On avait fait des tests Triple, là-dessus. depuis. Ah, moi j'adore. Vraiment, j'adore Eh le bien, triple écran. merci beaucoup. Il y avait une question donc sur est-ce que l'iOne Studio, donc le petit Spectro qui est un peu le tout-terrain de la couleur, est une solution adaptée pour calibrer son écran? La réponse est oui, ça marche très bien. Est-ce qu'il fonctionne avec Color Navigator dans les dernières versions? Oui, ouais, ouais. Oui. Que de la même manière, le Color Monkey Photo, qui était son Ouais. ancêtre, Mhm. a fonctionné avec beaucoup de versions de Color Navigator. Bon, maintenant, c'est peut-être plus le cas. Et je vous dis toujours pareil, attention, si votre écran est récent, vous achetez un Color Edge CG ce soir, donc qui descend avec un contraste vraiment très fort parce que le noir descend vraiment très bas, et bien là, l'iOne Studio ou le Color Monkey Photo, donc le Spectro, bien compatible avec Color Navigator, ne fera pas une mesure dans les noirs. En fait, il vous limitera votre noir profond parce qu'il n'est pas capable de mesurer en deçà d'une certaine profondeur de noir. Donc oui, sous réserve de quel écran vous utilisez. Et du coup, sur ce genre d'écran, ce serait de compléter un iOne Studio avec une iOne Display Pro Plus, comme ça on a le De meilleur plus des en deux plus, mondes. exactement, de plus en plus. Ouais, c'est sûr que c'est. Ouais, j'espère que la prochaine mise à jour permettra de garder la même polyvalence au Spectro qu'elle avait avec le Color Monkey Photo ou l'iOne Studio, effectivement. Là, aujourd'hui, la polyvalence commence à se perdre un petit peu. Donc, ça incite effectivement à acheter les deux outils si on veut faire les choses très correctement, si on achète du matériel vraiment récent. On va finir sur deux questions. La première, mais je crois que tu as un peu répondu, tu affines si tu veux, mais rapidement. La 4K apporte quoi de plus à l'impression comparé à du Full HD? Pas grand-chose, hein. Pour le print,
pas tellement d'utilité. Ça dépend de votre écran. Moi, voilà, moi, je travaille sur un ColorEdge que j'adore, qui est vraiment quand on affiche une page blanche, je vous assure que les pixels, si vous mettez votre écran à 70 cm, ne soient pratiquement pas. Alors évidemment, encore moins sur un ColorEdge 27 pouces, CS ou CG 27. Déjà, c'est très soyeux parce que vous n'avez pas de granulosité sur votre dalle. Je peux vous assurer que déjà, on peut faire du super boulot de correspondance entre le tirage et l'écran. Moi, je trouve ça déjà très, très beau, même sans passer à la 4K. Donc, voilà, effectivement, il y a des écrans qui donnent un peu cette impression de granulosité parce qu'ils ont beaucoup de micro-contrastes. Alors, c'est super pour afficher Internet. Tout est très net, tout est claquant, Mais si on a un ColorEdge, justement, parce que c'est moins claquant, mais du coup, on va avoir une bien meilleure correspondance entre son écran et son tirage, bah, pour moi, ça fait des années que je travaille sur un 24 pouces ColorEdge. Là, j'envisage d'acheter, justement avec la promo, là, d'aujourd'hui, j'envisage d'acheter un CG pour avoir, parce que voilà, le soyeux, moi, au moins, il est déjà là et j'ai déjà un rendu. Moi, je fais des tirages de temps en temps et je peux vous assurer que c'est extrêmement beau déjà. Donc la 4K, oui. Ouais, mais bon, en fait, paradoxalement, la 4K, je la préfère sur les 32 pouces. Sur les 27 pouces, je trouve que déjà les 27 pouces, c'est déjà extrêmement beau. Alors évidemment, si on affiche qu'une image comme ça, c'est vraiment très beau, effectivement, il y a pas de doute. Mais je trouve ça peut-être un peu moins pratique. Sur un 32 pouces, là, les pixels commencent à être gros si on n'est pas en 4K. Mais je sais pas, ouais, moi j'ai vraiment énormément de chance. Là, depuis 2 ans, j'en suis à 63 écrans haut de gamme de testés. Bah moi, voilà, pour répondre à cette question extrêmement simplement, je trouve qu'en 24 pouces Full HD, si on a un très bel écran, on peut vraiment avoir un très très bel affichage fidèle à ce qu'on va avoir sur son tirage. 24 ou 27? 24, même en 24, même en 24. D'accord, très bien. Voilà, même Et en 24. dernière question, et on va terminer là-dessus, et je vous remercie à tous d'être restés aussi longtemps avec nous. Est-ce qu'une casquette autour de l'écran est utile, la visière anti-reflet? Oui, ouais. Alors oui, mais ça dépend de votre environnement lumineux. C'est vrai que ça va renforcer un petit peu le contraste. Moi, vous voyez, je travaille en 3 écrans. Bon, bah, j'ai pas possibilité de mettre une casquette, mais du coup, j'ai adapté mon bureau. J'ai pas de fenêtre derrière moi. Oui, si j'avais qu'un seul écran, j'en mettrais une. Voilà. Si j'avais qu'un Oui. seul écran, j'en mettrais une. Moi, j'ai adapté un peu mon environnement de travail en conséquent. J'ai pas de fenêtre. Enfin voilà, j'ai pu faire à peu près ce que je voulais dans mon bureau. Ça m'a pas été imposé. Et du coup, la casquette, comme je sais que j'adore le multi-écran, que ça devient plus compliqué d'adapter une casquette sur mesure sur 3 écrans 24 pouces, donc j'en ai pas. C'est pas donc indispensable, mais sur un seul écran, moi je la mettrais, si ça a été vendu avec une, ou même, de toute façon, aujourd'hui, ça vaut vraiment que dalle. C'est du plastique, ça vaut que dalle. Franchement, j'en mettrais une. Bah, ok. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci pour vos participations. On a eu beaucoup de questions. On en a traité une bonne partie, pas tout. Mais il y en a auxquelles j'ai répondu aussi directement sous forme de messages. Merci Arnaud. À très bientôt. Je passe te voir à Clermont-Ferrand d'ailleurs Ouais, avec prochainement. plaisir. Avec plaisir. Et Bah, merci à puis, tous, merci pour votre attention. Merci à toi Hervé pour ton invitation. Graphique Trésor, Feeder France AISO, Feeder France là pour le prêt du CS 2740. Et puis donc merci Graphique Réseau. Et puis vraiment voilà, si participer à leurs 30 ans, c'est très sympa. Et, ouais. voilà. Et moi je continue tous mes tests. Donc les prochains tests à venir, les 2 écrans NEC, le 311 et le 271, des très très beaux écrans à venir en test sur mon site. Et comme promis, je vais vous envoyer un message avec les liens pour accéder aux promotions sur le site Graphique Réseau. Vous pouvez aller regarder tout de suite, mais je vous confirme tout ça. Je vous remettrai le lien vers le site d'Arnaud et un certain nombre d'autres éléments pour mémoire, comme ça, pour que vous ayez un petit souvenir de ce webinaire. À très Voilà, puis bientôt. à bientôt Passez une par bonne mail, soirée. par téléphone. Je prendrai le temps de vous répondre là dans les jours qui suivent parce qu'il y a toujours des personnes qui m'écrivent. Donc n'hésitez pas à écrire si on n'a pas pris le temps de répondre à votre question ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. À bientôt, au revoir.